Donc, ce séminaire s'inscrit dans la perspective de l'écologie qui s'intéresse donc aux relations entre les dimensions physiques et sociales des environnements. Et l'objectif est de mieux comprendre en fait les relations entre différents éléments, ressources ou matériaux qui composent les environnements urbains et les pratiques et engagements des acteurs à leur égard. Et donc, pour ce faire, ce séminaire propose de prendre pour point de départ certains de ces éléments. Donc, on a déjà eu des séances précédemment qui ont abordé la question des déchets, de l'eau, des espaces publics, des infrastructures de mobilité. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons au sol. J'y reviendrai dans pas longtemps. Donc, chaque séance cherche à aborder les questions suivantes. D'une part, quelles sont les interactions, les interdépendances qu'on peut observer entre ces éléments et les pratiques des acteurs? Quelle forme d'engagement ils développent à leur égard et comment la prise en compte de ces relations entre acteurs et éléments urbains invite à questionner l'action publique et à informer une politique de transition, a fortiori dans le contexte donc, de Bruxelles et de son développement urbain. Donc, pour aborder ces questions, nous invitons pour chaque séance des acteurs et des chercheurs qui présentent des projets et des recherches qui sont menés actuellement à Bruxelles, principalement. Et donc, pour cette séance qui sera consacrée au sol, et plus spécifiquement au sol nourricier, aux initiatives d'agroécologie contemporaine à Bruxelles, nous aurons donc le plaisir d'entendre Antoine Gérard et Roselyne Delestrange. Antoine Gérard est ingénieur de formation et actif depuis 2 ans dans la SBL Terre en Vue, où il réalise un travail de terrain pour faciliter l'accès à la terre pour les projets agroécologiques en milieu urbain et périurbain. Donc, il présentera l'approche de l'agroécologie que défend la SBL et les expériences qui sont développées dans le cadre du projet Bourgogne-Bruxelles Paysan mené à NERPED et au sein duquel donc, la SBL est engagée. Ensuite, donc, on aura le plaisir d'entendre Rosine Delestrange, qui est architecte, paysagiste, urbaniste, maître de conférence à l'UC Louvain et coordinatrice scientifique au sein du Métrolab. Et ses recherches portent sur les dynamiques de transition par les espaces ouverts. Elle s'intéresse dans ce cadre au maillage agroécologique, au réseau agro-paysager métropolitain. Elle présentera les travaux de recherche qu'elle consacre à ces questions et leurs implications pour le projet territorial. Donc, la séance s'organise comme suit. Donc, vous avez chacun 20-25 minutes pour vos présentations. Et puis ensuite, on ouvrira donc les discussions avec l'audience. Merci encore pour votre présence. Et donc, Antoine, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Et si vous pouvez me dire que vous voyez mon premier slide, ce serait un bon début. Oui. Super. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous, bonjour virtuel. C'est pour Terre en Vue très chouette de participer à ce webinaire. Ça permet d'avoir un petit peu une réflexion différente, on va dire, avec un angle un petit peu original qui est celui, comme l'a expliqué Louise, les éléments, les acteurs et les interactions entre les éléments et les acteurs. Et donc ici, moi aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est donc de l'élément sol. Et en termes d'acteurs, je vais parler de ce que je connais le mieux, à savoir les agriculteurs professionnels en fait. Voilà. Dans l'ordre, je vais d'abord vous présenter ce qu'est Terre en Vue, vous présenter ce qu'est l'agroécologie, vous expliquer aussi ce qu'est NERPED, et ensuite on mélangera tout ça pour parler du travail de Terre en Vue à NERPED pour y faciliter le développement de l'agroécologie. Et évidemment, je terminerai avec quelques réflexions un petit peu plus originales, on va dire, pour moi qui suis un acteur de terrain, qui sont des réflexions un petit peu plus, en effet, presque d'anthropologues, de sociologues, par rapport aux interactions entre ces acteurs, l'humain et la Terre. Je vous invite vraiment à prendre note de toutes les questions que vous auriez pendant ma présentation pour qu'on en discute juste après. J'ai vraiment envie qu'on ait une discussion parce que ce n'est pas forcément des domaines sur lesquels j'ai l'habitude de m'aventurer. Et je suis d'ailleurs très heureux d'être suivi d'une présentation par Roselyne parce que je suis certain que du coup, la qualité sera au rendez-vous. Voilà, un peu d'humilité pour commencer. Donc, qu'est-ce que Terre en Vue? Terre en Vue, c'est un mouvement qui est né en 2009 dans un certain contexte, qui est d'ailleurs à peu de choses près toujours le même.
Le nombre de fermes, ces chiffres ici sont pour la Wallonie, le nombre de fermes a diminué de 70% entre 1980 et 2017, ce qui représente environ 40 fermes en moyenne par semaine qui disparaissent. 40 fermes par semaine qui disparaissent, 27 en Flandre et 13 en Wallonie, pour être exact. Donc mon sourire, voilà, il revient, mais il ne reste pas longtemps quand on lit ce genre de chiffres. En parallèle, les surfaces agricoles n'ont pas évolué. Il y a un petit peu d'artificialisation des sols, certes, mais à peu de choses près, les superficies agricoles sont restées les mêmes, elles sont là. Et donc, fatalement, quand on met ces deux données ensemble, on constate un agrandissement des exploitations et de facto une concentration de la propriété. Vous voyez donc à ce sujet-là le graphique en dessous de mon slide qui montre que les petites exploitations, donc de moins de 50 hectares, qui sont typiquement des fermes familiales, sont passées de 15 000 à 6 000 entre l'an 2000 et 2014, tandis que les plus grosses exploitations de plus de 50 hectares sont stables, voire ont augmenté. Donc on constate vraiment une concentration de la propriété foncière et voilà, un agrandissement des exploitations. En parallèle, on a une augmentation hallucinante des prix du foncier. Je n'ai pas voulu mettre les chiffres parce que c'est des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes parce que ce sont des moyennes tout simplement. Donc on a l'habitude chez Terre en Vue de ne pas trop mettre de chiffres sur les slides, mais je vous les donne quand même, je les ai sous les yeux ici. On est passé de 22 000 euros en moyenne l'hectare en 2005 à 44 000 en 2019. Donc on a doublé les prix à l'hectare entre 2005 et 2019 en moyenne. Les prix sont donc complètement fous et déconnectés de la réalité économique. Et donc ce ne sont pas des agriculteurs qui achètent les terres parce que ce n'est pas rentable, mais des investisseurs. Voilà, donc il y a vraiment une forte spéculation dans ce domaine. Du coup, qu'est-ce que le mouvement Terre en Vue? Eh bien, c'est un mouvement qui rassemble des agriculteurs, des citoyens, des organisations et des acteurs publics, avec pour mission de faciliter l'accès à la terre en Belgique pour des agriculteurs porteurs de projets agroécologiques. Voilà, ça c'est la mission simplifiée. Il y a évidemment énormément de choses là derrière. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Il y a 3 structures, une SBL qui héberge donc les employés du mouvement, une coopérative qui est vraiment le fer de lance de Terre en Vue, qui acquiert le foncier et ensuite le loue aux agriculteurs qui sont soutenus, et une fondation qui peut recevoir dons et legs. Comment ça fonctionne? Très très pragmatiquement, la coopérative Terre en Vue, elle acquiert le foncier lorsqu'un agriculteur est en difficulté. À savoir que si une vente a lieu et qu'un agriculteur qui est en fait locataire de cette terre ne peut pas l'acheter lui-même à cause du prix, par exemple, eh bien, il est menacé finalement que cette terre soit vendue à un autre et qu'il doive quitter la terre qu'il exploitait. À ce moment-là, la coopérative Terre en Vue peut acheter le foncier et ensuite le mettre en location à l'agriculteur qui utilisait donc déjà cette terre. Cet agriculteur, en retour, s'engage à mener une récolte d'épargne citoyenne. Donc, il est soutenu par Terre en Vue, évidemment. On a des méthodes, et on le soutient là-dedans. Il récolte de l'épargne citoyenne à coup de conférences à gauche, diffusion de petits films à droite, et puis la récolte d'épargne arrive des villages avoisinants, des villes avoisinantes, jusqu'à ce qu'on recouvre finalement l'investissement initial de la coopérative. Donc, le Terre en Vue dispose d'un capital mouvant qui permet d'acquérir des terrains et systématiquement de récupérer la somme pour investir de nouveau. Et finalement, cette épargne citoyenne crée des liens très très forts entre les personnes qui se sentent finalement responsables et qui ont permis de sauvegarder l'activité d'un agriculteur. Eh bien, des liens se créent entre ces personnes et l'agriculteur. Et donc, on observe finalement un bien-être accru et une pérennité accrue dans ces fermes, notamment avec l'apparition de magasins à la ferme, avec l'apparition de petites publications qui sont réalisées par les aficionados, les fanas de la ferme. Voilà, il y a vraiment un des objectifs de Terre en Vue, donc on n'a pas tout listé ici, mais est vraiment de ramener les gens dans les fermes.
Vous avez ici une photo d'Elinor Ostrom, hein, qui a été prix Nobel d'économie en 2009 pour son travail sur la gouvernance en économie et qui a donc beaucoup travaillé sur la notion des biens communs. Et précisément, Terre en Vue considère que la terre est une terre nourricière et que c'est un bien commun. Et donc, on constate cette double dimension aujourd'hui dans notre société, hein, de la terre. C'est à la fois une terre nourricière, donc on est tous bien conscients que notre nourriture provient de la terre, que c'est donc et que de facto, c'est une ressource naturelle qui est limitée, qu'elle a un intérêt collectif, puisqu'elle nous nourrit, et que c'est un bien commun, on est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, la société a évolué, en tout cas dans le monde occidental, euh, il a fait que la terre, en fait, est considérée comme un immeuble. Je suis propriétaire d'un terrain et j'y tiens. À ce titre de propriété, c'est véritablement un élément du capital au sens patrimonial et financier. Et d'ailleurs, le marché intérieur de l'Union européenne inclut les terres agricoles dans ce qu'elle appelle la libre circulation des capitaux. Donc, on fait face un petit peu à ces deux approches complètement, en tout cas, oui, certainement opposées de la terre. Alors, quand on parle de commun, on a directement en tête la tragédie des communs, hein. Si la Terre est un bien commun, on risque de la polluer, de la spoiler, voilà, de mal l'utiliser. Mais précisément, aujourd'hui, on n'a pas du tout ce souci-là, étant donné le bail à faire, mais étant donné l'importance de cette deuxième dimension, hein, la terre comme un immeuble, comme ma propriété. Aucun agriculteur n'oserait aller cultiver aujourd'hui sur le terrain d'à côté. Donc, on est très 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 loin dans la pratique d'un bien commun en vérité. Et donc pour Terre en Vue, finalement, c'est très compliqué de matérialiser finalement cette notion de bien commun sur les terres agricoles. Et donc lorsqu'on a 50 coopérateurs qui ont permis d'acheter 10 hectares pour un agriculteur et qu'on leur dit bravo, vous avez créé un bien commun, et ils nous demandent, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en... Normalement, les biens communs se gèrent avec toute une série de garde-fous et de procédures pour éviter la tragédie des communs. La difficulté ici, finalement, c'est de matérialiser le sens, enfin, cette fonction commune de la terre agricole. Et donc, on pourra en discuter avec vous tout à l'heure si ça vous évoque des choses. Terre en Vue, après j'arrête avec Terre en Vue, mais donc on a 21 fermes soutenues en Wallonie, à Bruxelles et en périphérie bruxelloise en Flandre. C'est environ 120 hectares en gestion, 3 millions d'euros de capital et 2000 coopérateurs. Et donc ça existe depuis 2009. Voilà, on passe au deuxième volet qui est plutôt l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Puisqu'on va parler de sol et donc de pratiques agroécologiques aujourd'hui. Alors j'ai été voir la définition de l'ONU et à ma grande surprise, j'ai trouvé en fait une base de données. Donc ils disent on n'a pas de définition, mais on a une base de données qui liste 20 définitions de différents gouvernements, de différentes associations, etc. Donc c'est assez intéressant, mais ça montre aussi que c'est un domaine qui ne fait pas encore tout à fait l'unanimité au niveau académique, hein, dans le monde académique et dans le monde politique. Voilà, il y a peut-être, je n'ai pas fait d'études, mais il y a certainement une différence entre la vision de l'agroécologie de Monsanto et du gouvernement français, justement, enfin, voilà, que j'ai repris ici, et qui dit que l'agroécologie est l'utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature dans l'objectif de production agricole. Et la deuxième phrase est encore plus large, hein, donc elle allie dimension écologique, économique, sociale, donc humain, et vise à mieux tirer parti des interactions entre végétaux, animaux, humains et environnement. Moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans un débat sur ce qu'est vraiment l'agroécologie, mais ce que je propose ici, c'est en fait de montrer comment Terre en Vue aborde les projets agricoles qui demandent le soutien de Terre en Vue. Donc, comment est-ce qu'on évalue si un projet correspond finalement à nos balises, rentre dans nos balises qui définissent donc notre agroécologie. Et donc, je les ai listés ici. De nouveau, on peut aborder ça plus en détail tout à l'heure si vous avez des questions, parce que pour chacun de ces points, il y a une demi-page de réflexion et enfin, il y a plus de contenu là derrière que ça. Donc, le premier point, c'est vraiment avoir une production nourricière, saine et accessible. Et donc, typiquement, nourricière pour nous, ça veut dire qu'on ne fait pas
du biogaz, enfin, des carburants bio, qu'on fait quelque chose aussi qui est pour la... Vous auriez des petits échos chez quelqu'un? Je peux vous demander de couper vos Oui, micros? Merci. C'est pour vous aussi, hein, pas qu'on entende ce que vous dites. Donc, premier critère, production nourricière saine et accessible. Sur le mot accessible, on peut en dire beaucoup de choses aussi, évidemment. Connexion avec la communauté citoyenne. Donc, c'est très important pour nous que les fermes soient en fait ouvertes, hein. Et on discutera peut-être tout à l'heure aussi avec Roselyne de la ferme comme un équipement public, hein, avec toute une série de services à ouvrir finalement aux citoyens. Un respect des ressources, et donc là, on a une servitude environnementale. Donc on parle de zéro phyto, etc., etc. On parle d'humus, d'augmenter le taux d'humus dans le sol, etc. Autonomie et résilience, c'est très important pour nous que les agriculteurs soient dans une démarche, du moins, de s'autonomiser par rapport aux grandes filières de l'agro-industrie. Viabilité économique, on ne fait pas une croix dessus. Être maraîcher, être agriculteur, ça ne doit pas être pas rentable, ça doit être rentable, ça doit être, on doit pouvoir en être digne et en vivre dignement. Aptitude et professionnalisme, ouverture au dialogue et transparence, ouverture à l'innovation. Voilà, dans le sens où l'agriculture doit quand même toujours aller de l'avant aussi et qu'il faut de l'ouverture par rapport à ça. Voilà un petit peu donc comment Terre en Vue aborde un projet et définit finalement l'agroécologie au travers de ces 8 axes, ces 8 critères agroécologiques. Voilà, alors maintenant je passe au territoire, hein, de NERPED. J'ai repris ici un slide de mon collègue Maarten, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres présentations. Juste pour un peu voilà, revenir en arrière, au XVIIIe siècle, la périphérie de Bruxelles, et particulièrement la vallée de la Seine, donc il va du sud-ouest, NERPED, au nord-est avec Aren notamment, eh bien, la vallée de la Seine et le reste de la périphérie également était véritablement le grenier de Bruxelles, hein. Bruxelles ne s'est jamais nourrie de l'intérieur, c'est toujours la périphérie qui a nourri Bruxelles. Et donc, on retrouvait énormément de production maraîchère, professionnelle, amateur, en périphérie bruxelloise. Au XIXe siècle, l'industrie petit à petit sort des villes. Les terres agricoles sont grappillées aussi pour l'urbanisation du fait de l'exode rural. Et donc on a une cohabitation véritablement entre l'agriculture, les fonctions agricoles et les fonctions industrielles et autres de la ville. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, on a encore 2000 Burghausen. Un Burghausen, et on a retrouvé des chouettes photos de leur syndicat, notamment il y a un musée du syndicat des Burghausen, tout près de Nerpede. Un Burghausen, c'est le terme un peu en bruxellaire qui était donné aux maraîchers qui cultivaient ces légumes là-bas, en dehors de la ville, et qui les amenait en charrette et plus tard évidemment en voiture jusqu'au centre de Bruxelles, dans les différentes halles, et qui repartaient avec les excréments de la ville pour fertiliser ses champs. On en comptait plus que 2000 en 1970, et aujourd'hui, en fait, on parle du retour des Burghausen, parce qu'en fait, il n'y en a plus. Plein de facteurs expliquent ça, mais la PAC notamment, qui a favorisé le développement de cultures plutôt animales et d'élevage. Et on peut citer également évidemment le transport, hein, qui a fait que les blés du monde entier, enfin, un agriculteur de Nerpede peut maintenant vendre son blé sur le marché international, et ça lui a apporté une certaine rentabilité et facilité qui lui a permis, en se mécanisant, eh bien, de délaisser finalement le maraîchage, qui était peut-être sa seule option au début. Il fallait nourrir la ville juste à côté, c'était une réalité, une obligation. Et donc aujourd'hui, on constate un retour finalement à cette activité de maraîchage en périphérie bruxelloise, avec un recensement qui a été fait en 2018, 40 nouveaux projets d'agriculture urbaine qui se sont installés ces dernières années à Bruxelles. Alors, je vous montre ici une carte qui est toute neuve et qui a été faite par le facilitateur d'agriculture urbaine,
Elle est encore en phase de finalisation, mais c'est un peu une avant-première, on va dire. Et donc, ce que je racontais à l'instant est visualisé ici. Chaque point représente finalement un projet d'agriculture urbaine. Alors, on remarque qu'il y a il y a du hors-sol et de la pleine terre, hein. Donc, les points mauves que vous voyez sur l'image de gauche, ce sont finalement les projets hors-sol, typiquement des cultures sur toit, des cultures en cave ou dans des hangars de champignons et autres. Et puis en orange, vous avez des projets pleine terre. Et il y a un petit focus ici sur Nerpede, hein, qui est donc cette région dans le sud-ouest de Bruxelles, qui contient encore environ 120 hectares de terres agricoles cultivées. Donc c'est véritablement là que se trouve le poumon, enfin le grenier, on va dire, ou les quelques terres agricoles de Bruxelles, évidemment. Alors ça, c'est intéressant, hein. Donc on voit sur la gauche une vue de Nerpede, une partie de Nerpede, hein, en 1953, et à droite exactement la même vue en 2004. Et donc alors qu'à gauche, on a une sorte de tableau de Klimt rempli de petites parcelles, plein de couleurs différentes. On devine une activité intense en main-d'œuvre, très diversifiée en culture, très vivante. Tandis qu'à droite, on est sur l'agriculture actuelle, hein, des grandes étendues qui sont uniquement délimitées par un changement de propriété. Mais si c'était le même agriculteur, on verrait vraiment qu'une seule couleur partout. Et encore ici, on a le golfe. Donc on voit aussi, malgré tout, que l'artificialisation des sols a joué un rôle important aussi dans ces dernières années. Voilà, l'apparition d'un golfe sur des terres agricoles. Mais c'est pas tellement ça le message que je voulais donner, c'était plutôt montrer un petit peu l'évolution du paysage et de l'intensité finalement de l'activité entre 1953 et 2004, donc en 50 ans. Et du coup, j'ai repris cette idée des 50 ans pour déjà amener quelques réflexions. On a vu donc une évolution du rapport de l'agriculteur à la terre. Il y a forcément, quand on voit ces deux images, une diminution du nombre de personnes actives sur les terres agricoles. Il y a donc une diminution aussi du temps passé, tout simplement sur chaque parcelle. Avec la mécanisation, on passe avec son tracteur 3 fois par an sur 1 mètre carré. Tandis qu'avant, sur ce même mètre carré, on devait peut-être passer 10 fois, 15 fois, 20 fois. Donc voilà, le temps passé sur chaque parcelle est diminué. Et du coup aussi le temps d'observation, des temps longs de la nature et le temps d'étude de la nature, avec probablement une perte de connaissances ou simplement un rapport à la terre et à l'activité de l'agriculture très différente, où avant on prenait le temps parce qu'il fallait soigner son sol avec les moyens du bord, et aujourd'hui avec la chimie et la mécanisation, voilà, on a de telles distances à parcourir finalement et de telles surfaces à cultiver qu'on n'a plus le temps, tout simplement. Et alors aussi un changement évidemment important, c'est qu'on passe d'une activité intrafamiliale, hein, c'était vraiment la famille qui travaillait ses parcelles, vers quelque chose beaucoup plus extra-familial. On a beaucoup plus aujourd'hui d'ouvriers agricoles qui n'habitent pas du tout à proximité ou qui n'ont aucun lien avec la famille qui cultivait historiquement les terres. Et alors par rapport aux citoyens, c'est intéressant de dire aussi qu'on est passé aujourd'hui, finalement, on a des citoyens qui considèrent que la norme, la terre agricole, c'est un open field monochrome, et dès que ça change, il y a des levées de boucliers. La terre agricole, c'est un lieu où il ne se passe jamais rien. Il y a une fois par an un tracteur et ça fait chier parce qu'il fait du bruit toute la nuit, parce qu'il récolte ses betteraves en une nuit. Mais après, on n'entend plus de toute l'année. Et alors, il y a cet aspect aussi, je ne m'en mêle pas, hein, mais bon, ça c'est peut-être généralisé, mais on peut bien imaginer que dans les années 50, ceux qui habitaient la campagne, ils l'habitaient pour cultiver les champs. Et donc tout le monde savait à qui était tel champ, qui cultivait tel autre champ. Aujourd'hui, quand je fais mon travail de terrain et que je sonne aux portes pour savoir qui cultive le champ qui est derrière votre maison, la personne est incapable de me le dire parce qu'on ne s'en occupe pas. C'est une propriété privée, ça ne me regarde pas. Et je me porte mieux si je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, c'est aussi une évolution que je constate. On arrive maintenant à, voilà, on mélange tout ça, le travail de terre en vue à Nerpede pour y faciliter le développement de l'agroécologie. Je ne sais pas trop le temps qui me reste, hein, donc je vais peut-être un petit peu accélérer. Oui, après tu peux encore. Pardon? Ouais, enfin, tu peux encore prendre 5 minutes, 5-10 minutes.
Ça va, 5 minutes. Donc, Terre en Vue est financé par Boeren Bruxelles Paysan, donc c'est un fonds européen FEDER. On est également subsidié au travers de la stratégie Good Food par Bruxelles Économie et Emploi. Et encore, on participe au consortium du facilitateur agriculture urbaine, qui est un marché public lancé également par Bruxelles Économie et Emploi et Bruxelles Environnement. Comme ça, c'est dit et c'est important. On a démarré en 2015 avec un travail de cartographie des terres potentiellement mobilisables pour l'agriculture urbaine. Et en 2017 et depuis lors, nous menons un travail de terrain, de rencontre des agriculteurs, de rencontre des propriétaires. Et lorsque c'est possible, de libérer un terrain, on organise alors des appels à projets pour installer des projets agroécologiques. Et alors les résultats en 2 lignes, hein, on va dire les résultats quantitatifs, certainement pas le qualitatif qui est beaucoup plus long. En qualitatif, on a donc 9 projets agricoles qui ont été installés avec des contrats donc de longue durée, 6 en région de Bruxelles-Capitale et 3 en périphérie. Et il y a donc de nombreuses autres négociations en cours qui déboucheront, on l'espère, encore à d'autres installations dans les années à venir. Voilà quelques visages. J'ai pris ici 3 projets qui ont été installés sur des terres avec un contrat avec Terre en Vue. Donc, ils louent les terres à Terre en Vue pour des très longues durées. On parle de 27 ans. Pour vous montrer un petit peu les profils, on a Radical qui produit des légumes diversifiés, des plants maraîchers, qui est actif depuis 2017. On a la Scie Maraîcher, donc c'est un collectif qui cultive 1,5 hectare et qui commercialise en vente directe donc sur des marchés et via le système de Gazap dont on parlera tout de suite. Smala Farming qui fait quelque chose de similaire mais seul et qui a la particularité de travailler avec un traiteur, ce qui est très intéressant évidemment. Et enfin, Hierba Buena, qui produit, elle, sur une toute petite superficie de 4 ares et qui réalise son produit phare, c'est vraiment la tisane qu'elle commercialise en vente directe. Alors, quelques réflexions, et j'en finirai avec ça. La terre, entendue comme l'outil de travail de l'agriculteur, donc comme la terre nourricière, est très difficilement accessible pour celui qui ne dispose pas d'un droit sur celle-ci. Donc je fais un peu le lien avec la thématique du séminaire, des interactions finalement entre les acteurs, les citoyens et la terre. On ne peut pas aller se promener et travailler la terre n'importe laquelle. Il faut vraiment disposer d'un droit sur celle-ci. Il y a différents moyens d'accéder à la terre. Soit on a un titre d'occupation contractuel, et alors on est plutôt heureux et satisfait, soit on l'occupe de façon précaire, et donc on observe beaucoup de rêveurs, ou je ne sais pas, c'est pas forcément des rêveurs, mais de gens très convaincus, des collectifs agricoles ou des gens seuls, qui vont démarrer le travail de la terre sans aucun titre d'occupation. Et il y a plusieurs exemples en région de Bruxelles-Capitale. Donc on parle d'occupation précaire. Alors, on pourra parler du bénévolat si vous le voulez tout à l'heure. C'est un phénomène énorme en région de Bruxelles-Capitale. Énormément de personnes aident bénévolement parce qu'ils ont un jour, ils sont en 4/5e et ça leur vide la tête, parce qu'ils sont en burn-out, etc. Donc le bénévolat est un vrai phénomène dans cette société aujourd'hui. Il y a également des programmes de soins de santé, donc précisément des personnes en burn-out ou des personnes qui sont handicapées, etc., qui entrent via des programmes et qui vont cultiver la terre avec des structures existantes. Et alors, on a également des structures qui font de la réinsertion socio-professionnelle et qui permettent en fait à des personnes qui ont complètement décroché du monde du travail d'avoir quelque chose sur leur CV en travaillant 1 année, 2 années de façon régulière sur un terrain. Par rapport à l'engagement des citoyens pour protéger la terre nourricière, il y a différentes luttes contre l'artificialisation des sols. Je pense à la friche Josaphat, je pense tout simplement à Occupons le terrain, où on voit vraiment voilà, des collectifs citoyens très importants qui se mobilisent pour préserver les terres, pas forcément les terres agricoles ici. Et alors, je voulais dire un mot sur les CSA, les Community Supported Agriculture, où finalement c'est un lien indirect, mais c'est la façon la plus forte finalement pour le citoyen, pour soutenir l'agriculteur et faire en sorte qu'il puisse prendre soin de la terre nourricière. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement le système où les consommateurs payent en début d'année
leur consommation de toute l'année à l'agriculteur. Donc, par exemple, un adulte payera 300 € à l'agriculteur et il obtient en début d'année et il ira chercher son panier de légumes ou il ira lui-même faire l'autocueillette sur le champ pendant une année. Donc, c'est encore une forme ici d'interaction. Et alors, au niveau des politiques, bon, j'ai pas tellement eu l'occasion de creuser ça, on pourra en discuter, mais il y a un engagement politique important à Bruxelles, hein, vraiment, avec notamment des déclarations que 100% des terres agricoles resteront agricoles, une déclaration forte du gouvernement bruxellois, et alors la stratégie Good Food, hein, qui prévoit notamment une augmentation de l'autosuffisance et de la production locale, et qui a bien fait également d'élargir son scope à la périphérie bruxelloise. Je voulais juste mettre en lumière un mémoire d'une dame qui fait un master de spécialisation et voilà, je l'ai lu récemment et ça m'a vraiment rafraîchi les idées sur beaucoup de choses. Donc ce mémoire est disponible si vous le souhaitez, vous pouvez me le demander. Très intéressant. Voilà. Et je vais m'arrêter là, je pense. Oui, merci pour votre attention. Un grand merci. Donc, on va garder les questions pour la discussion, à moins qu'il n'y ait des questions de clarification à ce stade-ci. Non. Alors, Roselyne, je te donne la parole. Merci Louise. Antoine, tu étais clair comme de l'eau de source. Ça va être à moi d'être modeste après tout ce que tu as dit qui est très appliqué. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Attendez, je vais faire ça dans l'autre sens. Non, c'est pas le bon. Excusez-moi, je recommence. On fait 12 heures de Teams par jour et le jour où on en a besoin, on n'y arrive plus. Alors. Voilà. Je passe en mode présentation. Est-ce que... On voit. Vous voyez ma diapo en grand écran? Oui. Parfait. Voilà, j'ai essayé de tenir dans le temps imparti. Après cette intervention très concrète d'Antoine, très ancrée, évidemment, j'aimerais bien pouvoir être aussi efficace dans les faits. Mais je vais passer à un registre un petit peu différent, qui est celui du chercheur, d'une certaine façon, en évoquant deux expériences qui sont connectées l'une à l'autre et qui sont donc plutôt de l'ordre de la prospective. Une recherche sur les conditions de déploiement d'un maillage agroécologique métropolitain, effectivement, et puis un cycle de séminaires Agropolis qui a été monté depuis le Métrolab avec l'équipe de Bourgogne-Bruxelles Paysans, dont Antoine, depuis 1 an. Et donc là, je prie les participants qui ont suivi ce cycle de m'excuser parce que vous aurez un peu une impression de déjà-vu dans la deuxième partie de l'exposé. Et puis je terminerai sur des éléments voilà, de réflexion par rapport aux 3 questions posées aujourd'hui. Alors, mon fil conducteur, c'est la question suivante. Que fait la nouvelle appréhension de la terre induite par l'agroécologie à la fabrique de nos territoires? Et en fait, je voudrais d'abord poser la question à l'envers, c'est que fait la logique de l'urbanisation globalisée à la terre, qui est donc, comme l'a souligné Antoine, une ressource non renouvelable et indispensable à la vie. Alors, on peut évidemment lire un certain nombre d'indicateurs dans les paysages de nos territoires. Antoine en a déjà parlé, hein, la disparition d'abord des terroirs au profit des cultures industrielles souvent destinées à l'exportation. C'était une des diapos d'Antoine sur le changement de ce grain, de ce tableau de Klimt qui disparaît. Le déclassement de terres agricoles au profit de programmes construits, la transformation aussi de campagnes productives en campagnes de loisirs, c'est un phénomène qui est très important. Donc, en gros, on lit la déconnexion entre nos vies urbaines et puis finalement la condition première de notre existence qui est le fait de se nourrir. Et les conséquences socio-environnementales, pour reprendre le thème du jour de cette situation, sont catastrophiques, on le sait, on n'a plus besoin de le décrire. On sait aussi tous qu'on est dans une situation d'urgence et donc c'est pour ça que je voulais absolument mettre cette diapo parce que je pense qu'on ne le répète jamais assez. On a tous en tête l'horizon 2050 du New Green Deal européen pour arriver à 1 tonne équivalent CO2 par habitant par an. C'est la baisse
drastique du schéma de gauche, et ça signifie une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre, et l'agriculture globalisée est une source importante de ces émissions, ça c'est dans le schéma de droite. Elle produit, dernier chiffre que j'ai en tête, 34% de toutes les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Je parle d'agriculture industrielle, donc c'est vraiment énorme. Et il faut un changement radical des pratiques de production alimentaire et aussi de nos régimes, et notamment, évidemment, la relocalisation de cette production au plus près des mangeurs, donc des villes. Et ça, c'est la révolution urbaine de l'agriculture dont parle Rémi Janin dans son manifeste que vous voyez à gauche, qui est un texte que j'aime beaucoup et qu'on ne lira jamais assez. Et c'est déjà un premier élément de réponse pour aujourd'hui. La Terre, elle ajoute un nouvel aspect finalement aux sciences, aux techniques et aux arts relatifs à l'organisation des espaces urbains. C'est la définition de l'urbanisme et ce nouvel aspect, c'est l'agriculture. Agriculture et ville, sous toutes leurs formes, j'insiste dessus, sont de facto imbriquées dans l'espace et donc elles ne peuvent plus être envisagées comme des mondes juxtaposés, comme l'évoquait aussi Antoine. La collaboration est un impératif et ça a été bien compris par Boeren Bruxelles Paysan et la stratégie Good Food. Et vous voyez ici à droite un petit dessin tiré du plan directeur de NERPED. Voilà. Alors, toutes ces questions que j'évoque, elles sont intégrées par l'évolution des politiques européennes qui actent effectivement l'importance fondamentale de l'agroécologie pour la résilience urbaine et territoriale, et donc l'importance de la question du sol, de sa qualité et de son bon usage en fonction de cette qualité. Et ça ouvre vraiment des questions d'envergure très difficiles. Comment est-ce qu'on peut arbitrer entre le droit au logement et la protection du sol vivant ? Si on intègre la qualité du sol dans son affectation, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur la forme urbaine, sur les pratiques de production des territoires ? Et puis, dernière question, est-ce qu'on assiste à Bruxelles à l'émergence d'une alternative vraiment structurante ou bien est-ce que ce mouvement est toujours en marge ? Alors, à entendre Antoine, on devient de plus en plus structurant et je suis d'accord avec lui, mais ça nécessite encore une organisation au niveau du politique. Ce sera pour les conclusions. Finalement, malgré les perspectives en fait, que l'agroécologie offre au territoire, elle y reste quand même relativement en marge des préoccupations aménagistes. De mon expérience, j'ai la sensation que l'alimentation n'est pas vraiment un problème pour les urbanistes, ça n'est pas un problème urbain. On a la santé, l'éducation, le travail, les loisirs, la culture, le logement, la mobilité, l'accès à la nature même. Mais l'agriculture, c'est rural, c'est du domaine du rural. Évidemment, discriminer l'urbain et le rural, aujourd'hui, c'est devenu assez périlleux, mais soit. Alors, à Bruxelles, il y a des stratégies qui sont portées par les politiques urbaines comme Good Food, dont Antoine a parlé, ou Good Soil, qui vont vraiment dans le bon sens. Mais globalement, pour le moment, et puis Antoine, on en parlera, tu me diras ton sentiment, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup par l'appropriation du sol comme bien commun, par des initiatives citoyennes que les choses avancent. Je dirais à la décharge de Bruxelles que penser les affectations du sol en fonction de ses qualités, ça reste une des pierres d'achoppement de l'Europe qui s'y essaye depuis des décennies, mais elle se heurte systématiquement à chaque proposition à des oppositions très fortes de grands États qui sont, sans surprise, même si ça a l'air contradictoire, les plus grands États agricoles de l'Europe. Parce qu'ils sont engagés dans une agriculture financiarisée, bien loin de la question nourricière de l'agroécologie. Alors évidemment, la prise en compte du sol vivant dans la ville, elle est complexe, pas seulement politiquement et économiquement, mais spatialement aussi. On fait en quelque sorte face à une injonction contradictoire, puisque d'un côté, il faut densifier la ville pour protéger le sol vivant. En même temps, il faut ouvrir les villes et les aérer pour garantir leur résilience envers les îlots de chaleur, les inondations, etc., et tout ce que nous amène le réchauffement climatique. Donc c'est compliqué, il n'y a pas de réponse unique. En tout cas, pour le moment, la meilleure réponse à ce paradoxe, ce sont les stratégies de réseau qui s'immiscent dans tous les types de tissus. Et Bruxelles ne fait pas exception. Elle est en train de mener, avec la région flamande, une grande étude dans ce sens. Vous avez ici l'image à l'écran. Et à droite, tous les partenaires publics qui participent à ça. Et l'hypothèse de recherche que j'ai développée au Metrolab, c'est que pour conforter, pour renforcer ces réseaux dits verts et bleus et soutenir la révolution agricole, c'est qu'il faut rajouter un fil jaune, en fait, un maillage agroécologique. Et donc finalement, ça conduirait à mailler le territoire par des terres de différentes natures, des terres sauvages, des terres jardinées et des terres cultivées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce maillage ?
maillage jaune comme je l'appelle, eh bien c'est un projet de territoire par et pour l'agroécologie qui va proposer de mettre en réseau et renforcer du coup les dynamiques de cette agroécologie de façon à réduire le bassin nourricier de la métropole à une empreinte territoriale qui va être soutenable aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue éthique. Parce qu'aujourd'hui, l'empreinte, le bassin nourricier, évidemment, de la métropole bruxelloise et de toutes les métropoles, en tout cas du Nord, c'est la planète. Et même, elle n'y suffit pas, puisqu'on consomme plus d'une planète par an. Alors, la prospective du maillage jaune, elle est basée sur des recherches quantitatives de population, régime, surface, rendement, etc. Et puis sur des recherches qualitatives, des enquêtes de terrain, sur des pratiques, les valeurs des producteurs, des mangeurs, etc. Concrètement, le maillage, il est multifonctionnel. Il a des objectifs nourriciers, mais aussi écologiques, socioculturels. Donc là, on revient à la définition qu'Antoine a donnée tout à l'heure de l'agroécologie. À l'échelle micro, ça va être des potagers dans les parcs publics, de la mise en culture d'intérieur d'îlots, ou tout ça, ça existe déjà, hein, mais aussi d'espaces ouverts du foncier public ou du foncier d'entreprise, et ça, c'est déjà moins facile et ça pose des questions concrètes. On verra tout à l'heure. Ça développe des solutions d'agriculture hors sol qui sont productives et écologiques, donc qui dépendent d'énergie vivante et pas d'énergie inerte, et ça, c'est aussi un champ de recherche important. À l'échelle médiane, il va mobiliser des éléments de paysage qui peuvent accueillir des programmes plus ambitieux, notamment des fermes équipements. Effectivement, c'est un point très important. Des parcs agricoles, il y a quelques projets dans les cartons. Et puis à la grande échelle, tous les éléments sont articulés à l'infrastructure verte et à la trame agricole pour construire effectivement une matrice multifonctionnelle. Voilà, alors la carte à l'écran, elle combine les éléments de base nécessaires à l'identification de ce maillage. Il y a la trame verte et bleue, la matrice agricole, les sites protégés au titre de la nature ou du patrimoine paysager, les parcelles d'agriculture non conventionnelles, c'est notamment sur base de la cartographie de terre en vue. Merci beaucoup Antoine. Et puis les réseaux de mobilité douce qui sont très importants puisqu'on est dans un changement de paradigme de production locale et donc de mobilité le plus décarboné possible. Alors la mise en œuvre de ce maillage, elle va dépendre de conditions politiques, techniques, agronomiques, spatiales, hein, notamment des questions de forme, de taille, d'accessibilité des parcelles, des questions normatives et réglementaires, ça c'est beaucoup travaillé par le facilitateur. Et puis ça nécessite évidemment de travailler avec les domaines privés, publics, et avec les 3 régions. Alors sur ces fondements, on peut envisager 3 stratégies ou 3 axes de projets complémentaires et je les évoque rapidement parce que ça m'intéresse d'en discuter avec vous éventuellement après, vous qui êtes sur le terrain et dans l'action. Alors la stratégie dite Ecotone, elle développe le maillage jaune comme structure spatiale principalement à travers l'opportunité des terrains agricoles qui sont en lisière des maillages verts et bleus. Le principe, il consiste à les border d'une lisière de culture agroécologique qui va du coup être ce qu'on appelle en écologie du paysage un écotone, donc un buffer. Ça peut être des cultures professionnelles, des espaces tests, des jardins partagés, ça dépend de chaque situation. Un élément important de l'écotone, c'est donc les chemins qui le traversent et qui vont lui donner une dimension d'espace public importante en termes pédagogiques et de cohabitation des usages qui sont parfois pas évidents dans les territoires très hybrides de la, je ne veux pas dire périphérie, mais donc de la ville moins dense, disons. Et ensuite, la stratégie archipel qui, elle, va renforcer le réseau de pratiques professionnelles, amatrices, marchandes ou non marchandes, en identifiant des potentialités de coopération entre elles. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé lors d'une masterclass au Métrolab, notamment. Donc, on voit que ces pratiques, elles sont très nombreuses dans l'espace. Vous avez une carte à droite, donc un peu plus... j'ai fait un exercice de repérage à l'échelle de la métropole et des 2 Brabants. C'est la partie orange de la carte qui est identifiée par la stratégie Good Food comme bassin nourricier pour les produits frais. On voit surtout que ces pratiques sont très variées en termes socio-techniques. Ça, c'est le mind map de gauche. Je ne vous demande pas de réussir à lire ce qu'il raconte. On pourra y revenir après si vous voulez, mais vous voyez que ce mind map est très important et en fait, à chaque fois, c'est un caractère socio-technique différent de tout ce que j'ai pu croiser en faisant ces enquêtes. Donc, l'idée là, c'est d'organiser des clusters d'exploitation qui peuvent être complémentaires en termes de production et de vocation et qui peuvent surtout mutualiser des infrastructures et des équipements. Et donc, ça, c'est un critère, une problématique économique qui est très importante. Et puis, finalement, la stratégie canopée,
Elle envisage le maillage comme un territoire d'expérimentation. Alors là, le mot canopée, il est en même temps métaphorique et littéral. D'une part, d'un point de vue littéral, c'est la végétalisation nourricière ou mellifère écologique du bâti, d'espaces imperméabilisés, etc. Là, il y a des projets comme Lagoum, le potager de l'atelier Grooteiland sur le toit du Foodmet, etc. De cet ordre-là. Et puis d'autre part, l'idée, c'est d'inclure la plantation d'arbres, fruitiers, des haies mellifères, etc. dans l'espace public, suivant des dispositifs qui peuvent aller de l'arbre isolé à la forêt alimentaire. Je ne dis pas ça par hasard parce qu'il y a un projet dans les cartons. Et ça, c'est un test que vous voyez à droite qui a été fait sur un quartier à Watermal, Boisfort. Voilà, alors cette troisième stratégie, elle entre vraiment en résonance avec l'hypothèse qui est étudiée pour le moment par la région en lien à Good Food, de définir juridiquement les sols dédiés à l'agriculture urbaine comme équipement de services publics d'intérêt général sur base des services écosystémiques qu'ils fournissent. Et donc, dans cette perspective, on pourrait imaginer que, justement, des fermes de différentes dimensions pourraient prendre place dans diverses zones du PRAS, pour lesquelles elles ne sont pas pour le moment admises, et consolider donc le maillage. Donc, ce maillage, ce n'est pas un grand projet clé en main, mais c'est plutôt la création de circonstances favorables au déploiement de l'agroécologie sur le territoire. Vous remarquerez que je ne dis pas développement, mais déploiement, parce qu'on essaye d'être dans une vision qui n'est pas... voilà, qui est soutenable et qui est plutôt vers un ralentissement des consommations. Alors, c'est une approche qui assume une certaine radicalité et ça me semble indispensable pour passer du phénomène d'infiltration interstitielle qu'on a pour le moment de ces nouvelles agricultures dans le milieu urbain à la construction d'un projet agricole métropolitain. Ça n'a rien de nouveau, mais c'est quand même un défi dans notre contexte bruxellois et ça pose des questions concrètes de gouvernance, de collaboration interrégionale, décloisonnement entre des compétences, des questions de politique. Il faut des accords au niveau politique entre les régions et entre les différentes politiques urbaines. Il y en a déjà beaucoup à Bruxelles. Et puis, il y a aussi des défis techniques. Il faut adapter des plans réglementaires, il faut adapter des conditions de labellisation. Mais plus que tous les défis, c'est celui d'un changement d'appréhension du sol et donc de logique foncière, qui est vraiment la question d'aujourd'hui. Et donc, cette proposition, elle n'est pas si infaisable que ça, même si elle est complexe, elle puise dans l'histoire de l'urbanisme, et j'ai mis ici quelques références juste pour le plaisir. Je dirais peut-être un dernier point avant de passer à Agropolis, c'est que ce type de projet, qu'est-ce que fait ce type de projet à la forme urbaine? Il n'y a que des réponses contextuelles à ça. Ce qu'on peut en tout cas dire, c'est que à terme, l'espace ouvert métropolitain, du bassin nourricier ou de la biorégion, on peut l'appeler comme on veut, non seulement ne serait plus imperméabilisé, j'aimerais bien le dire au futur, mais il trouvera progressivement des dispositifs productifs articulés aux autres états de nature et avec un paysage qui est un paysage productif et donc avec une esthétique très différente de ce grand open field dont parlait Antoine tout à l'heure, et ça pose une série de questions en termes d'appropriation. Alors, le croisement entre ces recherches et les expérimentations de Bruxelles Paysans ont abouti à un cycle de séminaires qui s'est donné pour but de réfléchir aux conditions d'une agropolis, à savoir une cité ancrée dans un paysage où urbain, rural, humain et non humain sont imbriqués, intriqués, sans hiérarchie, donc une cité dont l'organisation politique et spatiale est fondée, entre autres, sur un réseau nourricier. Alors, ce séminaire, on l'avait vraiment conçu comme un moment de travail et comme une dynamique d'anticipation. Il fonctionne un petit peu comme le séminaire ici. Il y a eu 5 séances qui étaient construites sur base des expériences de terrain et qui ont à chaque fois invité une expérience extérieure pour animer, enrichir les débats. Et je vais revenir là maintenant sur les questions et les hypothèses dégagées qui sont des pistes de réponse aux questions du jour. Et juste préciser qu'on est en train d'achever l'écriture du livre qui retrace les réflexions et qui est écrit à destination notamment de l'action publique. Alors, le premier séminaire sur l'agroécologie comme projet métropolitain, il a posé des questions d'abord du territoire de projet, en sachant que bien entendu, ce dernier devrait nourrir pas seulement Bruxelles capitale, mais tout l'espace mobilisé. Et finalement, on s'est demandé, est-ce que ça a du sens de prédéfinir géographiquement un tel territoire, ou plutôt de partir d'une part des dynamiques qui sont à l'œuvre et d'autre part des opportunités qui émergent sur le terrain? La réponse est évidemment la deuxième. Deuxième type de question, c'était relatif à la construction d'une vision partagée sur des ambitions communes. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager de ce point de vue-là?
soit une transition radicale portée par une politique volontariste, soit de façon beaucoup plus attentiste, une consolidation de dynamique, et ça, c'est pas évident. Les approches sont différentes en fonction des 3 régions. On a eu une discussion très enrichie par le cas de Genève, qui était notre exemple, et qui est une métropole transfrontalière qui s'est dotée d'un projet agricole transfrontalier, métropolitain. Et donc, on a dégagé des pistes. D'abord, il est plus opérationnel de réfléchir en termes de maillage et de réseau plutôt que de périmètre. Ensuite, l'identification du territoire nourricier, il peut se faire de différentes façons qui sont complémentaires en fonction des valeurs du projet, suivant une logique administrative aussi qui permet d'agir concrètement, suivant une logique thématique, filière économique, paysage, etc., ou par réseau d'affinité aussi. En tout cas, pour Bruxelles, une entrée qui a été plébiscitée par les assemblées successives, c'est la complémentarité entre la ville et la campagne, puisque ce territoire n'a pas de périphérie, mais différents types d'occupations qui sont plus ou moins urbaines ou rurales, et donc il faut vraiment sortir d'une vision centralisée. Et puis en amont de l'espace, la clé, le cœur de tout projet, c'est le paysan, évidemment, qui reste un peu trop systématiquement absent des discussions, en tout cas des aménagistes, et donc il faut vraiment partir de ses impératifs à lui, ses impératifs techniques, pratiques, et pas l'inverse, comme on le fait pour d'autres domaines indispensables à la vie urbaine. Voilà. Et puis on a aussi évoqué la nécessité de mettre en place un observatoire parce qu'on manque beaucoup de connaissances, d'interconnaissances et de connaissances fines du territoire, notamment du fait de cette agriculture industrielle qui a pris de la distance avec la terre, comme l'a dit Antoine tout à l'heure. La deuxième séance, on a parlé du métier de paysan urbain et puis on est parti du constat suivant, c'est que le problème structurel du modèle agricole dominant, il se résout aujourd'hui illusoirement à travers l'émergence de nouvelles pratiques urbaines qui, elles, sont motivées souvent par des considérations éthiques. Donc, c'est quand même un grand écart ou une aberration incroyable. On a posé la question des verrous politico-économiques qui empêchent une intégration structurelle de ces nouveaux modèles, notamment coopératifs. On s'est demandé quelles seraient les conditions pour que l'entrepreneur agricole, le paysan entrepreneur, ait sa place au cœur du système économique métropolitain. Et on s'est accordé sur le fait que, parce qu'il y avait beaucoup de débats, agriculture urbaine, agriculture périurbaine, agriculture rurale, oui, mais c'est pas la même chose, etc. En fait, c'est un faux débat. Il faut se concentrer sur l'objectif de fond, qui est de structurer l'archipel des terres et des dynamiques en un projet d'agriculture de territoire. Donc, une agriculture qui s'adresse au territoire sur lequel elle a lieu. Alors, un levier efficace qui a été suggéré par le Champ des possibles, qui est en Île-de-France, qui était venu nous parler, c'est la multiplication de projets pilotes et d'espaces tests, de territoires d'expérimentation, etc. Et puis la création de protocoles, de conventions, de contrats adaptés spécifiquement à ce métier qui est en pleine mutation. Il est vraiment souvent, beaucoup trop souvent bloqué par des blocages sociotechniques du fait que, en fait, tout l'appareil réglementaire n'avance pas aussi vite que ce métier qui évolue et qui se crée. À la séance 3, j'accélère, on a parlé d'accès à la terre et on a posé la question de l'ambition pour cet accès à Bruxelles sous les angles réglementaires, physiques et économiques. On a parlé de vision régionale d'augmentation du foncier cultivé, de nouveaux dispositifs de mobilisation de terrain, notamment public, il y a des réserves importantes, d'ambition ou de stratégie politique concernant la valeur du foncier agricole et la régulation du marché, ça c'est un point absolument central qu'Antoine a déjà évoqué. Voilà. Alors, là, on avait Nantes qui est venue nous donner son expérience. Nantes, en France, qui est une ville historiquement qui a assumé d'être une métropole agricole et qui a créé toute une série d'outils et de dispositifs pour recréer et consolider son foncier, qu'elle appelle un foncier nourricier et pas un foncier agricole, ni un foncier même alimentaire. C'est quelque chose de très important, ce mot. Il engage un rapport corporel et culturel beaucoup plus fort à la terre. Alors, eux, ils ont mis en place des partenariats entre collectivités publiques et producteurs. Il y a des affectations hybrides en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, des acquisitions foncières publiques importantes, des fermes urbaines comme équipement, des agroquartiers qui s'organisent, qui se créent à partir d'un projet agricole. Donc voilà, on est dans quelque chose de très volontariste.
Et à travers ces modalités, il y a un élément clé qui est apparu de façon imprévue, c'est le paysage qui visiblement a un rôle intégrateur, voire médiateur, entre l'activité agricole et les autres occupations du sol et usage de la terre. Et donc vous avez ici une illustration qui est tirée aussi du plan directeur NERPED qui a déjà quelques années. Quatrième séance sur les relations entre agriculture et biodiversité. Ça a l'air d'être une évidence, mais en fait c'est loin de l'être et c'est parfois souvent une opposition. On a posé la question de l'équilibre entre le développement de l'agroécologie et celui de la nature en ville et de la biodiversité. Des stratégies d'équilibre, de cohabitation entre ces enjeux, à quelles échelles est-ce qu'il faut les penser, voilà. Alors, le débat était vraiment passionnant et il s'est conclu par vraiment un plaidoyer partagé par les intervenants qui venaient de Rennes et de Région Wallonne, et puis de Bruxelles Environnement aussi, pour la multifonctionnalité, aussi bien sectorielle que scalaire, c'est-à-dire aussi bien dans l'agriculture que dans le paysage plus largement, pour des raisons de biodiversité, mais aussi de résilience du système alimentaire lui-même. Cette multifonctionnalité, elle passe forcément par des arbitrages, d'où la balance, mais aussi par des hybridations. On a parlé des champs urbains à Rennes, une catégorie qu'ils ont inventée, qui hybride les affectations nature, ville et agriculture. On a soulevé l'idée de salaire universel pour les paysans qui s'engagent en agroécologie. Ce sera un moyen de reconsolider structurellement ce métier. Et puis, il y a un élément très important, c'est que cette multifonctionnalité, elle nécessite une connaissance réciproque entre les mondes de la nature et de l'agriculture. Et donc, voilà, on a parlé aussi de l'importance de la formation continue. Donc, j'en arrive à la fin. Toutes ces pistes, elles nous ont conduit à achever le cycle avec la question de la gouvernance d'un réseau nourricier métropolitain. Et là, chaque mot est important. Réseau qui évoque des connexions entre acteurs, nourriciers, donc, on en a déjà parlé. Nourrir le territoire qu'on cultive avant tout, et la gouvernance, un processus de coordination entre parties prenantes au sein d'un domaine qui peut être activité ou d'espace, ou les deux, un processus dynamique. Alors, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à un stade où le déploiement des dynamiques agroécologiques deviennent omniprésentes et pas toujours de façon apaisée, et donc il faut vraiment se poser la question, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on organise? Est-ce qu'on se donne une vision commune? Quels seraient les acteurs, les missions, les territoires pour cette gouvernance? Comment la nommer? Etc. Donc voilà une synthèse des pistes qui sont ressorties des discussions, cette fois-ci qui était menée avec des homologues de la région wallonne et de la région flamande, puisque c'est forcément avec eux qu'il faut créer ce réseau nourricier. Et je vais insister très très vite sur 4 points. D'abord le paysan au cœur du projet, avec ses logiques et ses besoins infrastructurels. Ensuite, concernant la relation au monde agricole, si la vision portée par la cité, avec une majuscule, doit être clairement identifiée comme agroécologique, la mise en œuvre de la transition, elle doit en revanche mobiliser toutes les forces vives sans restriction de pratique, hormis celle d'une agriculture de territoire à visée locale. Ça, c'est souvent un point de débat, mais visiblement, c'est absolument indispensable. Il faut laisser personne sur le côté pour démarrer. Un levier réside dans un double changement d'appréhension du foncier. D'une part, son appréciation, et de là ses priorités d'affectation, doit intégrer la valeur, sa valeur agronomique et écologique. Donc ça, je le dis comme ça, mais c'est une bombe. Et puis d'autre part, il est à considérer non plus comme agricole, mais comme nourricier. Et enfin, toujours cette question de revenu universel pour les paysans, qui est revenu à plusieurs reprises et qui, je pense, est aussi une idée importante et pas évidente, mais qui vaudrait la peine d'être discutée. On a évoqué d'autres pistes, elles sortiront dans le livre qui va arriver, donc je ne vais pas les développer plus avant. En tout cas, il y a un postulat partagé sur lequel on a tous terminé, c'est que définir les valeurs du projet par rapport à des enjeux qui nous dépassent, qui dépassent les territoires locaux, des enjeux mondiaux, écarte le risque de cacophonie finalement ou de mélodie partisane. Et guidés par un horizon commun, les composantes du réseau peuvent progressivement aller dans le même sens, le bon sens, qui est celui qui nous replace collectivement dans un rapport au monde véritablement atterri. Voilà, alors, pour répondre à vos questions, l'interaction avec la Terre depuis l'agroécologie, elle est holistique forcément, puisqu'il s'agit d'une éthique de vie et d'une démarche de soins du vivant. Les engagements, ils sont en général radicaux sur le terrain par les paysans qui font souvent un changement de vie complet.
Ils sont plus pragmatiques depuis l'administration, mais ils sont de plus en plus nombreux et on voit de plus en plus des attitudes radicales dans les dynamiques territoriales en cours. J'ai plusieurs anecdotes à citer, mais je n'ai plus le temps. Les formes d'appropriation, elles sont intellectuelles, éthiques, politiques, techniques. Là, on parle de réglementation, on parle aussi d'invention, d'artefacts, et puis bien entendu, elles sont physiques. Et concernant la dernière question, je dirais que la reconnexion de la ville au sol nourricier, elle engage des bouleversements très profonds dans sa gestion. Je suis largement revenue dessus. En tout cas, on observe clairement que la montée en puissance des nouvelles agricultures, qui est un mouvement qui mobilise tout type d'habitants, elle oblige l'action publique à revoir sa copie pour organiser son déploiement. Et plus largement, ce mouvement et la prise de conscience à toutes les échelles du fait que le sol est une ressource non renouvelable inspire une évolution vraiment des politiques d'agriculture, d'environnement et d'urbanisme. Et je termine avec cette petite phrase à droite. On a déjà, et c'est très bien, le Zero Net Land Take, et je pense que l'étape suivante doit être le Zero Living Soil Take. Voilà, j'en termine avec ces deux petits dessins, et j'ai vraiment fini, produits dans les discussions d'Agropolis et qui peuvent éventuellement aider à démarrer les discussions. Merci pour votre patience. Merci à toi. Donc voilà, bonne heure. Il y a un écho, je ne sais pas si... On a une bonne heure pour la discussion. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer directement, sinon je peux lancer la discussion. Ah, mais voilà, je vois qu'il y a une question de Saïd El Fadili. Oui, bonjour, j'allume la caméra, comme ça on me voit. Oui, merci Louise. Merci à Roselyne et merci à Antoine pour franchement ces excellents exposés. Moi, j'ai fortement apprécié. C'est tout à fait dans la droite ligne de ce que nous essayons de faire à Bruxelles Environnement. Donc, je travaille à Bruxelles Environnement. Je suis le responsable du service sol depuis déjà quand même un certain nombre d'années. Je travaille personnellement sur les sols depuis 25 ans, dont 20 ans à Bruxelles Environnement. Et donc, j'ai pu observer un petit peu l'évolution des consciences au fil des années. Au départ, il y avait zéro conscience, pour vous le dire franchement. On vient de rien. Puis, la première chose, c'était de se dire les sols sont quand même pollués, donc il faut quand même mettre en place une législation sur les pollutions de sol. Ça a été mis en place. Et puis, voilà, il y a pas mal de terrains qui ont été décontaminés sur Bruxelles. Il faut dire aussi que l'Europe et d'autres régions voisines et d'autres pays voisins nous montrent quand même comme exemple en matière d'inventorisation des sites pollués, en matière de traitement des sites pollués. Je vous passe un peu tous les détails. Mais j'ai fait un peu le constat, si vous voulez, en 2019, un double constat. Le premier, c'était de se dire qu'on ne voit les choses, on ne voit le sol que par le prisme de chimie. Donc, on voit le sol, on voit les contaminations. On ne voit pas d'autres dégâts, on ne voit pas d'autres menaces. Or, vous en avez parlé tous les deux, l'artificialisation, c'est le premier dégât qui touche les sols bruxellois. Selon les statistiques actuellement disponibles, on est presque à 47-48% de terrains artificialisés à Bruxelles. Donc ça, c'est un problème. Problème de compaction, nous avons quand même pas mal de problèmes de sol compacté, notamment dans des parcs. Vous savez que nos parcs sont souvent utilisés pour des événements, etc. Le parc du Cinquantenaire, il est terriblement compacté, à tel point qu'aujourd'hui, on commence à voir quand même un peu les dégâts sur les différentes essences sur place. Nous sommes en train de faire des études entre parenthèses, etc. Et puis, je ne parle pas les contaminations, ça j'en ai parlé, mais je ne parle pas encore d'autres problèmes tels que les déclins de matière organique, les déclins de biodiversité, la biodiversité des sols. Elle a un peu péri, un sol que vous imperméabilisez, mais autant dire qu'il ne reste plus rien, et ainsi de suite. Ça, c'était un premier constat, c'était de se dire, mais est-ce que quand on assainit un sol, si vous prenez une technique de traitement telle que le chauffage du sol, est-ce qu'il reste encore quelque chose de vivant dans un sol? Rien. Donc, on prenait un peu les choses de manière plutôt monodiscipline, monovision. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu lancé notre réflexion sur la protection au niveau global. Le deuxième constat, puisque je vous en ai parlé de deux, le deuxième constat, c'était de constater juste
justement que beaucoup de partenaires et beaucoup de gens à Bruxelles considèrent le sol comme étant un support et on oublie en fait les nombreux services écosystémiques en fait qu'offre aujourd'hui le sol. Vous avez parlé d'une notion qui me touche franchement et qui me tient à cœur, c'est la notion de bien commun. Vous savez, je suis géologue de formation je sais combien de temps ça dure pour former un sol, et bien sûr en fonction du climat et d'autres éléments comme les roches-mères et autres, mais c'est une source non renouvelable à l'échelle humaine, puisqu'il faut des dizaines de milliers d'années pour former une couche de sol. Aujourd'hui, ce que je constate à Bruxelles, c'est que quand on a un chantier pour construire, qu'est-ce qu'on voit? On prend les 30 cm de terre arable, de sol qui a mis des dizaines de milliers d'années à se former, on la prend et puis on la mélange avec toutes les autres terres et puis on met ça en centre de traitement ou bien ailleurs. Alors que la bonne pratique, une gestion durable des sols voudrait que l'on prenne ces 30 cm, que l'on les mette à côté sur des bâches et on les remette plus tard. En fait, pour l'instant, on n'est pas encore dans une véritable gestion durable des sols comme le font les Danois, comme le font les Suisses. D'où la stratégie Good Soil. Roselyne en a parlé brièvement. Cette stratégie vient de ce constat-là de 2019 et donc nous l'avons lancée. Nous essayons en fait de l'implémenter de façon. Vous savez, on a développé 2 outils, un outil pour les professionnels et un autre pour les citoyens, parce que le citoyen peut aussi développer des connaissances, peut aussi, par les observations, des simples observations qu'il peut faire sur une motte de terre dans son jardin, il peut nous apporter toute une série de connaissances. Et puis, ce qu'on appelle l'IQSB, c'est l'outil, c'est l'indice de qualité des sols bruxellois, c'est sur notre site internet, qui permet d'objectiver en fait ce que c'est la qualité du sol. Parce que la qualité du sol n'est pas que de la chimie, c'est aussi de la physique, c'est aussi de la biologie et surtout de la biologie. On parle ici d'agriculture, mais un sol qui n'est pas vivant, qui ne contient pas de biomasse microbienne, c'est un sol qui ne peut pas être porteur d'une agriculture de la nature et donc voilà, donc plutôt on passe d'une logique, c'est ça que nous essayons de faire, beaucoup de sensibilisation aujourd'hui auprès des aménagistes. Je sais qu'il y a beaucoup d'urbanistes, beaucoup d'architectes qui sont très sensibilisés à la question. Les agriculteurs, j'en parle même pas puisque nous sommes régulièrement en contact avec eux, ils sont vraiment sensibilisés. Ils ne demandent qu'une chose, c'est d'apprendre à mieux connaître leur sol pour pouvoir pratiquer l'agroécologie. Évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour pratiquer la préservation des sols. C'est de l'agriculture régénératrice, c'est de l'agriculture conservatrice qui permet de sauver les sols de la dégradation. La FAO estime aujourd'hui à 33% de sols qui sont fortement dégradés dans le monde. Voilà, c'est ça un petit peu. Les agriculteurs sont tout à fait, ils ont les connaissances, ils ne demandent qu'à en acquérir d'autres pour pouvoir justement préserver les sols par le biais de l'agroécologie. Et donc voilà, donc, je conclue par ça, désolé pour mon introduction un peu longue, pour ma question un peu longue, c'est le terrible constat que l'on fait et qu'on doit faire évoluer dans les mentalités, c'est de se dire que plutôt que de décider des usages, des affectations d'un sol sans tenir compte de la qualité des sols, c'est quelque chose qui est totalement destructeur pour les sols et il faut l'abandonner en fait. C'est ce qu'on fait. On fait les choses un peu à l'envers. Il n'y a pas moyen de décrire ça autrement. On les fait à l'envers. Aujourd'hui, on fait un aménagement d'un site, puis on se dit on va mettre l'agriculture à gauche, on va mettre la construction à droite. Il n'y a aucune prise en compte aujourd'hui de ce qu'on appelle la qualité des sols. La qualité des sols se mesure aussi en fonction des services écosystémiques que ce sol peut rendre. Et on n'en tient pas compte. Et on fait un peu les choses à l'envers. Donc moi, je prêche, et je sais que je parle à des convaincus, je prêche plutôt une bonne connaissance du territoire, une bonne connaissance de la qualité des sols pour que l'on puisse consacrer le sol de meilleure qualité aux usages tels que l'agriculture, tels que la nature, et plutôt des sols qui sont morts ou quasiment morts, on les réserve plutôt à des constructions. Et ici, aujourd'hui, je vois beaucoup de rapports d'incidence sur l'environnement passer dans le cadre des projets bruxellois. Et je vois souvent, en fait, et ça me sidère, je vois souvent des planifications sans tenir compte des sols et on décide comme ça des usages, alors qu'un bon usage d'un sol, une bonne gestion durable d'un sol devrait se faire sur base d'une bonne connaissance à la base, en fait. Et de réserver les bonnes terres pour l'agriculture, parce que ça n'a aucun sens d'imperméabiliser, d'artificialiser des terres qui contiennent de la vie
Roselyne a parlé du maillage jaune, il y a aussi le maillage brun dont on parle aujourd'hui. Et c'est important aussi d'en tenir compte, hein, même si je sais que ce sont deux maillages parallèles. C'est le maillage de sols vivants qu'on devrait… On parle souvent de climat et puis on oublie que les sols vivants piègent du carbone. Et les derniers chiffres que moi j'ai lus, en fait, c'est sur une hectare d'un sol vivant, on peut y stocker jusqu'à 500 tonnes de carbone. Ça, on a tendance parfois à l'oublier. Et donc, quand vous voyez l'ensemble des services écosystémiques que le sol peut nous rendre, on se rend compte que c'est vraiment un bien commun et un bien non renouvelable dont on doit se… Ça a coupé. Roselyne, Antoine, je vous laisse réagir. J'en profite aussi pour dire qu'il y a dans la discussion, donc une des personnes du public qui demande si c'est pas le rôle que devraient jouer les études d'incidence environnementale. Voilà, donc je vous redonne la parole. Oui, je veux bien réagir à cette très chouette intervention. Merci beaucoup. Évidemment, vous prêchez des convaincus, mais ça me fait quand même… Enfin, j'ai plusieurs réflexions qui viennent. La première, et on en a discuté dans le séminaire Agropolis, c'est qu'il faut absolument éviter de confronter les différentes fonctions. Il faut éviter vraiment de rentrer dans un escalade entre ceux qui veulent la biodiversité, ceux qui veulent l'agriculture, ceux qui veulent les sols vivants, ceux qui veulent l'urbanisation, ceux qui veulent des écoles, etc., etc. Il faut à tout prix maintenir un dialogue entre toutes ces personnes. Et typiquement, ce que vous venez de dire, c'est la première fois que je l'entends dit comme ça. Et c'est un message qui doit être voilà, promu encore et encore auprès de développeurs publics et de développeurs privés. Et je prends maintenant un exemple que je connais bien. Il y a des maraîchers qui sont installés sur des terrains d'un acteur public, je ne vais pas le citer, ça ne sert à rien, à Arronnes, dans le bassin de la Seine. La terre y est noire sur 30 cm, c'est une terre extrêmement fertile qui a récupéré les alluvions de la Seine durant des milliers et des milliers, je n'ose pas dire des millions, mais peut-être d'années. Mais le terrain est constructible au Pras. Et quand on discute avec cette administration publique qui a participé au séminaire Agropolis, ils sont tout à fait conscients de ça et ils trouvent l'idée d'avoir une ferme urbaine à cet endroit-là. Et pourquoi pas, disent-ils. Mais c'est un manque il faut simplement un engagement politique à ce moment-là. Et alors, voilà, il y a toute cette lasagne et ce… Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail et parler à leur place, mais je peux comprendre les difficultés. Et le problème, c'est vraiment l'engagement politique à ce moment-là, de dire ici, la terre est tellement bonne, hein, on a le score 10 sur 10 de votre outil, il faut peut-être envisager une révision du PRAS. Alors, ça fera crier, évidemment, parce qu'on a un besoin de logement aussi, mais c'est un dialogue. Voilà, moi, c'est ce qu'on disait dans ce séminaire, c'est qu'il faut mettre ces personnes autour de la table et discuter, discuter, discuter. Il faut parler de ce qu'est un sol vivant, de sa capacité à absorber du carbone. Et voilà, et à un moment donné, en effet, la balance peut basculer du côté de la préservation de la terre et des maraîchers qui pratiquent des cultures, on appelle la culture maraîchère sur sol vivant. Eh bien, ils capturent énormément de carbone. C'est un des nombreux services qu'ils fournissent. Merci beaucoup, en tout cas. On discute beaucoup, Antoine, avec mes collègues de Perspective. On discute pas mal sur toute une série de projets et notamment sur la modification du PRAS. Et donc, ils sont au courant en fait que Bruxelles Environnement demandera d'intégrer en fait la qualité des sols dans le cadre de la future modification du PRAS, puisqu'on parle quelque part à l'horizon de 2023-2024 en fait de modifier le PRAS. Et donc là, il va falloir en fait qu'on intègre cette notion de qualité pour préserver des terres, des bonnes terres, justement pour de l'agriculture, de la nature. Louise, est-ce que je peux réagir un petit peu aussi? Oui. Merci beaucoup, Saïd, pour votre intervention. Donc, j'abonde dans le sens d'Antoine, dans le vôtre aussi, évidemment. Je pense qu'il y a une chose qui est intéressante dans ce que Antoine racontait, a montré dans son intervention, c'est le point auquel le rapport, en fait, ce qu'il faudrait prendre en compte, parce que cet arbitrage, il est vraiment difficile, il faut reconnaître, hein, c'est ce que je disais, on est vraiment dans des injonctions contradictoires dans la ville dense. Et justement là, les ressources écosystémiques
peuvent être des guides pour réfléchir. Et en fait, ce sol, pour essayer de retourner un peu dans les questions qui nous sont posées aujourd'hui, ils apportent, enfin, on tisse avec le sol nourricier, le sol vivant, des relations qui vont au-delà. Alors, il y a la nourriture, mais il y a aussi, comme Antoine disait, tous les gens qui font ça parce qu'ils ont fait un burn-out, hein, tu disais Antoine, ou bien des choses comme ça. Donc, il y a une dimension thérapeutique de la relation à la terre et à la terre vivante qu'on travaille. Et c'est des choses qui sont importantes, et dans nos villes qui vont être de plus en plus denses et nombreuses, etc., ça va être de plus en plus nécessaire. Donc c'est aussi des choses à intégrer, certainement dans les réflexions, de savoir où est-ce qu'on peut, quels sont les critères pour décider de l'affectation d'un sol. Voilà, et d'une terre. Et moi, je pense que dans le titre du séminaire, vous avez parlé de terre. Nous, on a parlé beaucoup de sol, mais en fait, si on parle de terre, ça change encore un peu la question. Même ça la change complètement, puisqu'on parle de terre sous-entendue vivante. Et donc, on a ce rapport humain, intime, artistique aussi, esthétique, un peu ontologique à cet élément. Qui est vraiment à prendre en compte. Donc, au-delà de tous les côtés, ce dont vous parliez, chimique, etc., économique et compagnie. Et moi, je pense que ça, c'est inclus dans ces fameuses services écosystémiques que je préfère appeler ressources. C'est moins anthropocentré. Et donc, il faut vraiment essayer le plus possible de s'habituer à travailler avec ça comme critère d'évaluation. Voilà, en dehors de leurs valeurs financières, etc. Parce qu'ils sont financiarisés, ces services, malheureusement. Je vais donner la parole à Claire Pelgrims. Merci. Je mets ma caméra du coup. Moi, j'avais une petite question pour Roselyne par rapport. Donc, dans votre présentation, vous avez évoqué les liens entre mobilité et ville nourricière, d'une part parce que effectivement, on a besoin que les parcelles ou les endroits cultivés soient accessibles par des modes durables. Mais la question aussi de la sensibilité que vous venez d'évoquer, du fait que ce soit visible aussi pour d'autres personnes que les personnes qui la cultivent et qui puissent quelque part s'approprier cette sensibilité, m'amène à poser la question de finalement quel est le degré de publicité, ou est-ce que c'est un espace public ou est-ce que c'est un espace commun? À quel point est-ce que ça doit être suffisamment largement accessible? Par exemple, dans l'exemple de développement de la canopée, c'est vraiment un espace public qui se trouve transformé en espace nourricier. Donc voilà, c'était peut-être une question pour vous laisser plus l'occasion de développer cet aspect-là. Merci. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'Antoine aura son mot à dire aussi dessus. C'est une question qui est très complexe. Enfin, Antoine et puis d'autres personnes dans l'Assemblée aussi. Je vois que Catherine Firens est là. Il y a vraiment, donc effectivement, donc pour d'abord répondre sur la question de la mobilité et des chemins, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important dont on avait discuté aussi, c'est sur les différentes vocations de cette terre nourricière. Je vais garder ça comme ça plutôt que de parler d'agriculture, où il est clair que dans la ville dense et dans Bruxelles, dans la fabrique urbaine dense, elle ne pourra pas. Personne ne se leurre là-dessus, alimenter la ville suffisamment. Mais en revanche, il y a cette vocation d'éducation, de sensibilisation thérapeutique, etc., et de lien social, de justice environnementale et tout ça qui sont des éléments très importants. Et donc, le fait de pouvoir accéder, de pouvoir voir est important. Ceci dit, il n'est pas évident parce que, et là, Antoine, tu me coupes, tu rajoutes, comme tu veux, mais pour les maraîchers, pour les gens qui travaillent le sol, le fait d'avoir des promeneurs qui sont là, qui passent, qui regardent, qui ont un chien, qui ont un enfant, qui éventuellement cueillent, enfin, il y a beaucoup il y a pas mal de problèmes aussi hein, pour les agriculteurs en ville, de problèmes de vol, de dégradation, etc. La question n'est vraiment pas évidente. Et c'est là que travailler avec le paysage, avec des chartes paysagères, installer des limites qui sont physiques mais qui permettent la vue malgré tout sur le dispositif et la relation sensible avec les 5 sens sur ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est très important et je pense qu'il est une des façons de procéder. Après, d'une façon plus vaste, le fait que les espaces nourriciers soient des espaces publics, non, il faut pouvoir, enfin, je pense que comme tous, les agriculteurs doivent pouvoir être, pas forcément propriétaires, parfois ils sont coopérateurs, parfois ils sont locataires, mais ils doivent pouvoir travailler sur leur territoire
de travail, comme nous tous. On n'a pas envie d'avoir n'importe qui traverse notre bureau au moment où on est en train d'écrire, par exemple, etc. C'est pas parce que c'est un espace ouvert et un paysage bien commun, qui s'offre à la vue de tous, qui fait du bien à tous, que tout le monde peut y aller quand il veut et y faire ce qu'il veut. Et là, il y a vraiment une relation à établir, et je pense que j'ai l'impression qu'on doit vraiment faire ce travail de changer notre façon de voir en tant qu'urbain sur le travail du paysan. C'est un travail qui est fondamental et qu'il faut respecter. Et donc, on n'est pas dans un parc, on n'est pas dans un espace public, on est dans un bien commun paysager. C'est différent, c'est un autre type d'accessibilité, disons. Il y en a certains qui sont accessibles, les jardins familiaux, tout ce qui se passe dans les parcs, etc. Il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir, évidemment, on en a parlé, des fermes équipements qui ont une vocation, équipement public, une vocation d'ouverture, d'éducation, mais il faut un équilibre entre tout ça. On va pas... Enfin, voilà, on a besoin de manger et pour ça, il faut que les agriculteurs puissent cultiver leur terrain sans avoir des promeneurs qui traversent les champs dans tous les sens, quoi. Voilà. Oui, j'ai fort envie de réagir aussi. C'est une question très intéressante. Et pour reprendre l'expression aussi de Roselyne, il faut exclure personne, hein, je pense. Il y a des maraîchers qui... mais je voudrais d'abord commencer par faire un peu de pub pour l'ASBL Tous à pied, qui travaille sur la notion de bien commun autour des sentiers, justement. Il faut savoir qu'historiquement, dans justement la photo que j'ai montrée historique de 1953, il faut imaginer qu'entre toutes ces petites parcelles, il y avait énormément de sentiers qui étaient des chemins qui étaient pratiqués pour aller à l'école, pour aller au village voisin, etc. Et que finalement, l'agrandissement des parcelles a fait disparaître énormément de sentiers, aussi l'apparition des transports, etc., évidemment, mais on a perdu beaucoup de ces sentiers qui étaient des biens communs, qui étaient des sentiers publics, qui portent différents noms, etc. Et donc, il y a maintenant des personnes aussi qui travaillent à recréer une sensibilisation autour de l'importance de ces sentiers. Et finalement, c'est peut-être aussi normal d'avoir des accès dans la nature à travers les champs, finalement. C'est un bien public aussi. Ça existait, en tout cas, et ça a disparu. Et donc, il y a probablement besoin de... Après, les promeneurs se le réapproprient quand même, dans une certaine mesure, hein. Donc voilà, ça, c'était par rapport aux sentiers. Et alors, en effet, par rapport aux maraîchers... le champ d'écailles, par exemple, est un parc. On peut le comparer à un parc. N'importe qui peut traverser le champ d'écailles quand il veut. C'est vraiment, je dirais, dans le continuum, on est du côté vraiment autocueillette, espace public, parc. Ils ont vraiment cette philosophie-là, et c'est leur philosophie à eux. D'un autre côté, dans le même genre, on trouvera Courgette, un CSA en autocueillette à Jette, où on peut aller. C'est un petit peu différent. On ne pourra pas aller s'y promener, mais on peut y aller quand on veut. D'un autre côté, il y a des maraîchers qui ont porte close et qui ne veulent certainement pas, qui n'ont pas envie de voir des gens sur leur terrain, et c'est tout à fait respectable aussi, je pense. Donc voilà, il y a différents modèles par rapport à ça. Et alors, je voudrais encore parler donc, par rapport vraiment aux espaces publics, hein, les rues, etc. La ville de Bruxelles, et j'ai un autre exemple qui est la ville de Nivelles, sont des communes qui ont encore leur propre pépinière, hein, donc qui n'achètent pas tout en marché public, qui produisent encore leurs propres plants. Et il y a des réflexions dans ces deux communes d'évoluer vers des plantes vivaces et puis petit à petit aussi vers des plantes productives en fruits. Des petits arbustes fruitiers, des arbres fruitiers, etc. Et la commune de Forêt est également sur un projet similaire dans le cadre du projet Arbre. Voilà, c'est des exemples qui amènent la production nourricière dans l'espace public. Donc on a vraiment beaucoup de choses dans le réseau. Voilà. Je vais donner la parole à... Ah, pardon. Je rajoute un élément. C'est plutôt une vue hélicoptère de dire aussi si on veut la transition de l'agriculture vers ces modèles plus proches du consommateur et à plus petite échelle avec plus de force de travail, etc. Donc on est plutôt à promouvoir, comme l'a dit Antoine, les CSA, l'agriculture à forte intensité de main-d'œuvre et tout. On la développe tout près des villes et on peut faire des choses où les gens peuvent se rendre à vélo, en fonction de la culture des villes aussi. Hein. Quand on est à Gand, quand on est à 5 km du champ, on va à vélo. Quand on est à Bruxelles, c'est pas encore tout le monde qui y va à vélo. Mais alors après, on ne saura pas nourrir toute la ville non plus, avec ces 5 km de distance qu'on peut faire à vélo.
Et donc, on sera aussi plus loin. Et là, on a des dérives déjà qu'on a pu observer ces dernières années, avec des champs en autocueillette, avec des gens qui viennent de la ville jusqu'à la périphérie, la vraie périphérie, où là, on doit aller en voiture, et le champ d'à côté devient le parking. Donc ça, c'est totalement insensé, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de dire il faut pouvoir organiser tout ça. Et on ne peut pas s'imaginer de pouvoir aller tous les jours cueillir sa salade sur le champ de l'agriculteur qu'on supporte si on est situé à plus de 5 km et qu'on ne sait pas y aller en vélo. Et donc, il doit y avoir des hubs où ces gens peuvent pouvoir livrer leurs produits et où potentiellement, là, ces hubs-là, certains en tout cas, peuvent être ouverts au public avec des interactions, avec le fait qu'on connaît les gens qui produisent, etc. Mais on ne va pas forcément jusque sur le champ. Donc il y a vraiment un système global à penser dans une transition qui doit se généraliser, quoi. Roselyne, tu voulais prendre la parole? Mais oui, je voulais juste rajouter un petit mot parce que je me suis peut-être mal exprimée en répondant à Claire Pelgrims sur la question des chemins et abonder dans le sens de Catherine et d'Antoine sur l'importance de ce chevelu des anciens vicinaux qui a été complètement détruit par le remembrement et qu'en fait, la transition agroécologique tend à recréer et c'est fondamental parce que ça réaccroche en fait cette agriculture au territoire. Et il est évident, il y en a beaucoup tout autour de Bruxelles et il y en a qui sont remis effectivement, qui sont restaurés maintenant par ces groupes comme aussi Track the Wagon ou Sentier.be, etc. Et les gens, et ce sont souvent des chemins tout petits qui traversent les champs et dans ces cas-là, il y a ce rapport qui se passe très bien. Mais la question, c'est quand même que les choses soient un tout petit peu balisées, les chemins soient balisés et que les gens sachent se promener. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais bien entendu, c'est hyper important. Je baisse ma main. Merci. Je vais donner la parole à Marie Couteau. Ah, merci, bonjour. Je suis donc Marie, je travaille au BRAL et tout ça nous intéresse beaucoup, donc merci. Et je ne sais pas combien de questions je peux me permettre parce que ça peut aller à l'infini, mais je vais essayer de me limiter. J'avais peut-être une petite question vu qu'il s'agit de sortir le foncier des logiques immobilières. Est-ce que vous cherchez des alliances aussi, par exemple, avec le CLTB, Grand Control, parce que du coup, ça permettrait peut-être de se mêler aussi aux autres fonctions de la ville par cette manière, ou pas? Ou est-ce que vous avez aussi des alliances? Mais vous l'aviez un peu dit, mais exactement comment ça se passe avec les autres acteurs fonciers de la ville, qu'ils soient publics ou privés, avec CityDev ou les régies foncières, mais vous l'avez peut-être déjà un peu dit, donc je ne vais pas... Enfin, je ne sais pas si on aura le temps de s'enfoncer là-dedans. Et je me demandais aussi concrètement sur le modèle financier, quelle part représente des épargnes citoyennes et peut-être est-ce qu'il y a de l'argent public, des subsides quand il s'agit de réunir des montants pour un achat de terrain et où est-ce que vous les trouvez ces terrains? C'est quoi les terrains propices? Est-ce que vous permettez de sortir pour Bourgogne-Paysan, par exemple, vous permettez de sortir des limites de la région, ou bien est-ce que vous allez, enfin oui, vous cherchez les terrains en fonction du PRAS ou de plein d'autres critères. Il y a les baux aussi qui sont en cours, j'imagine, avec des fermiers, c'est difficile d'intervenir là-dedans. Bon, plein de questions. C'est pas grave si vous ne répondez pas à tous, mais encore merci. On va peut-être prévoir une autre réunion pour discuter de tout ça, avec plaisir. Terre en vue, historiquement, c'est un mouvement qui est né en Wallonie, et donc typiquement, on achète des terres agricoles pour des agriculteurs existants. Et donc les épargnants, la collecte d'épargne, c'est vraiment des gens qui sont à proximité. C'est d'abord les riverains, les villageois. Et puis, si on n'arrive pas à récolter toute l'épargne là, on va dans les villes avoisinantes. Mais voilà. Il y a très peu de pouvoirs publics. Enfin, certains pouvoirs publics ont pris des parts dans Terre en Vue, mais de façon symbolique. On n'a pas d'exemple où la commune aurait pris un montant important pour soutenir un agriculteur en particulier. C'est évidemment délicat de leur point de vue, puisqu'il faut respecter toute une série de principes du droit, d'égalité, transparence, etc. Cela dit, voilà, et je voudrais d'ailleurs en profiter parce que Roselyne, tu as posé une question tout à l'heure. Dans ta présentation, tu as dit que en fait, c'est souvent les initiatives citoyennes qui fonctionnent là où le public pêche.
Et alors la réponse est peut-être oui, mais quand même dans l'expérience de Terre en Vue, on a été très souvent soutenu par le pouvoir public. Et donc à Bruxelles, typiquement, les terrains que Terre en Vue a pu prendre en gestion pour installer des agriculteurs, ce sont des terrains publics. Donc dans les deux grands dossiers sur lesquels on a pu avancer dans le cadre de Boeren-Bruxelles Paysan, c'est en fait la commune d'Anderlecht et la commune de Jette qui ont loué les terres à Terre en Vue, qui en cascade les louent à des agriculteurs. Et donc on voit là que simplement ce sont des administrations qui n'ont pas envie de développer les compétences, de suivre les projets à long terme, etc. Et donc ils délèguent leur politique foncière. Enfin, c'est leur politique foncière de déléguer finalement la gestion des terrains à Terre en Vue pour le long terme, quoi, hein. Et donc historiquement, on s'est toujours attaché, enfin, on s'est restreint, on va dire, dans notre travail aux terrains agricoles ou éventuellement à certaines zones de parcs qui sont OK pour de l'agriculture. Et alors, la très délicate question des zones vertes qui fait rage en ce moment, hein, et la révision du PRAS voilà, est nécessaire aussi pour clarifier les choses, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les zones vertes au PRAS en région Bruxelles-Capitale, on a de tout. On a des bâtiments, on a de l'agriculture, on a des potagers collectifs, on a des décharges. Enfin, voilà, on a vraiment quelque chose de très hétéroclite, et donc on ne sait pas trop, enfin Terre en Vue ne sait pas trop si, enfin, imaginons qu'on fasse un appel à projet sur une zone verte, on n'est pas à l'abri qu'en fait on ne puisse rien y faire pour telle et telle législation, réglementation, et donc ce ne serait pas un cadeau, et ça on ne veut certainement pas s'y aventurer. Alors, dans des actions plus militantes, hein, imaginons que des collectifs se créent pour empêcher la construction d'un site. Terre en Vue soutient Occupons le terrain, et donc c'est plutôt via Occupons le terrain que notre voix aussi est entendue à ce niveau-là. Mais voilà, notre core business n'est pas non plus de militer contre l'artificialisation des sols. Il y a d'autres structures qui le font très bien et desquelles on fait partie, en fait, tout simplement. Il y a d'autres questions. Je donne la parole à Geoffrey Grulois, du coup. Merci. Merci pour les présentations et pour les interventions très intéressantes. Moi, je voulais poser la question de la maîtrise foncière qui me semble fondamentale dans les discussions, et peut-être aussi de la question d'une politique publique de transition vers l'agroécologie, dans un cadre où justement on a relativement peu de maîtrise foncière, où j'irais peu de foncier public, même si on en a, hein, bien sûr. Et donc je me demandais si vous aviez, on a eu quelques éléments dont vous avez parlé un peu de la révision du PRAS, donc ce serait peut-être bien si on a le temps d'aller un peu plus concrètement là-dedans, mais de voir ce qui a déjà été discuté. Pour Bruxelles, donc, est-ce que ça veut dire que les hypothèses qui sont faites, c'est uniquement en s'appuyant sur les zones vertes, c'est les zones qui sont déjà faites, ou alors est-ce qu'il y a même des scénarios, je dirais, où on pourrait aller beaucoup plus loin et où on envisage, je dirais, plus largement, incluant notamment la propriété privée, aussi je dirais, des contraintes ou des choses comme ça qui permettraient d'élargir les usages de l'agroécologie au-delà des propriétés publiques ou des zones vertes. Ça, c'est une chose. Et puis, j'aurais voulu savoir aussi, concernant la Flandre, puisque tout l'Interland, on l'a bien vu dans la présentation de Roselyne, c'est la Flandre autour de Bruxelles. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que je dirais, remarques qu'Antoine a fait au début de sa présentation sur le mouvement qui fait qu'on a de plus en plus de terres qui sont aux mains de groupes plus larges qui font de la monoculture, est-ce que c'est quelque chose qui est généralisé? Est-ce que vous avez un peu investigué justement cette question du foncier, de la propriété foncière? Et peut-être qu'est-ce que l'expérience, ça fait beaucoup de questions, mais je pense qu'ils vont dans le même sens, qu'est-ce que l'expérience de Boeren-Bruxelles Paysan, et donc là c'est peut-être une question autant à Catherine, hein, évidemment, a donné par rapport à ces questions de la maîtrise foncière et de voir comment organiser ça avec l'objectif d'une transition vers l'agroécologie. Merci.
Je vais commencer par répondre par rapport à la maîtrise foncière, publique ou privée, mais commençons par la publique. Il y a quand même historiquement énormément de propriétés publiques, hein. Les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, par exemple le CPS de la ville de Bruxelles, le CPS de la ville de Liège, donc on a beaucoup de communes ou de CPAS ou de fabriques d'églises, hein, qui sont donc du parapublic, qui sont de grands propriétaires terriens. Mais donc ça ne change pas grand-chose parce qu'il faut introduire le bail à ferme, hein, dont on n'a pas parlé ici. C'est peut-être pas non plus l'idée de rentrer trop dans le détail, mais les agriculteurs qui étaient jadis au Moyen-Âge des serfs, hein, qui étaient des serfs qui payaient la dîme, se sont révoltés et ont obtenu leur indépendance et ont obtenu à travers dans le sang un bail à ferme. Et ce bail à ferme les protège pour de très longues durées et de plusieurs façons, hein. Donc un agriculteur qui cultive la terre paye un loyer à son bailleur qui est fixé par la loi et qui est donc très bas, ce qui le protège. Il ne peut pas être mis dehors, sauf sous certaines conditions très difficiles à remplir. Et donc l'agriculteur qui loue une terre la loue pour des périodes très longues, en fait pour sa carrière. Et il peut même transférer ce droit à ses enfants. Donc un propriétaire qui loue à un agriculteur aujourd'hui n'a plus aucune maîtrise foncière. Et ce n'est pas tellement une question de propriété, c'est une question du mode de mise à disposition qu'est le bail à ferme. Donc, les propriétaires publics sont coincés. S'ils veulent promouvoir... Alors, pardon, le troisième pilier du bail à ferme, c'est la liberté de culture. L'agriculteur peut faire ce qu'il veut sur la terre qu'il loue. Ce qu'il veut. Voilà, il peut pas dégrader le sol. Enfin, il ne peut pas, on va dire, voilà, faire des trous, des choses comme ça, mais il peut faire ce qu'il veut en termes de phyto, de culture, etc. Et donc, le propriétaire public qui dispose de terre est coincé. Il ne peut ni récupérer la terre, puisqu'elle est mise à disposition pour une longue durée, ni promouvoir l'agroécologie, puisque c'est une liberté de culture totale, et ce n'est pas un investissement très intéressant, parce qu'en fait, il n'en tire qu'un petit loyer, qu'est le fermage. Alors, donc, voilà. À l'inverse, pour l'agriculteur, ce n'est plus souhaitable non plus, c'est un piège qui s'est refermé sur l'agriculteur lui-même, parce qu'en fait, les agriculteurs se battent entre eux pour récupérer le bail de l'un de l'autre, et finalement, ils meurent sur leur terre, et ne lâchent leur terre qu'à leur mort. Tandis que plein de jeunes agriculteurs, les enfants d'agriculteurs, n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à la terre. Donc c'est complètement malsain de ce point de vue-là aussi. Donc voilà, le bail à ferme, il y a des livres entiers et des conférences à faire et des réformes à faire, mais c'est tout de suite là-dessus qu'on tombe quand on parle de maîtrise foncière. Cela dit, une commune qui a du foncier peut prévoir un moratoire ou un processus qui fait que lorsqu'un agriculteur libère une terre et qu'il a une terre qui est libre d'occupation, il peut mettre en place des procédures pour l'attribuer à quelque chose qui serait en ligne avec sa politique agricole. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille avec les communes, de sorte qu'il y a un cahier des charges. Donc, en fait, le bail à ferme prévoit un processus d'adjudication. Donc, lorsqu'une terre se libère, elle ne peut pas être mise à disposition à n'importe qui par la suite. Il y a tout un processus d'adjudication, de mise en concurrence. Et là, on peut travailler à avoir un cahier des charges qui va favoriser un agriculteur jeune ou une activité qui démarre. Et alors, depuis la réforme du bail à ferme qui est entrée en vigueur en 2020, promouvoir l'agroécologie, enfin, en tout cas des pratiques environnementales. Donc ce sont uniquement les pouvoirs publics qui peuvent mettre cela dans leur cahier des charges. Un propriétaire privé aujourd'hui ne peut pas imposer à l'agriculteur de ne pas mettre de phyto ou de faire du bio. C'est contraire à la liberté de culture. Voilà pour ma part. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième question. Roselyne ? Oui, merci. Bon, moi, je ne suis pas technicienne comme Antoine de ces questions-là, mais Geoffrey, pour ce que j'en sais par rapport à la question de la maîtrise foncière, et tu parlais de propriété publique, la question des zones vertes, révision du PRAS, etc. Je sais que ce qui est en discussion et en réflexion dans un groupe de travail pour le gouvernement régional, c'est effectivement de réfléchir à des possibilités de ce qu'on appelle des surimpressions, c'est-à-dire d'accepter des activités agricoles sur des zones qui ne sont pas des
dans la SAU, donc dans la surface agricole utile, qui ne sont pas en zone agricole au PRAS. Donc ça, c'est une chose. J'ai évoqué dans ma présentation qu'il y avait des possibilités au titre déjà existantes, au titre d'équipements publics ou d'intérêt public. Mais donc voilà, il y a maintenant des réflexions qui sont en cours pour étendre ça à des zones d'activité économique. Vous avez tous en tête les quartiers de bureaux qui sont des beaux cubes posés sur des immenses pelouses tondues soigneusement une fois par semaine, qui sont parfois des terres magnifiques. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui devraient pouvoir être accessibles à l'agriculture, moyennant évidemment des mises en place de chartes de cohabitation entre les agriculteurs, les paysans et puis les gens qui occupent les bureaux. Mais bref, donc tout ça, c'est des choses qui sont réfléchies. Par rapport aux zones vertes, on en a discuté à Agropolis, c'est vraiment cette question de balance en fait entre les nécessités écologiques des écosystèmes, d'un certain type de biodiversité et la mise en place de terrains qui sont cultivés en agroécologie, qui vont apporter une biodiversité mais autre. Et donc là, ça se réfléchit aussi à l'échelle de la région. On prend aussi en fonction des critères d'habitat, c'est-à-dire que s'il y a un terrain, tu parlais tout à l'heure de Aaron, Antoine, donc il y a des terrains dans lesquels il y a d'un point de vue biologique et d'un point de vue de la biodiversité, il y a une espèce très rare qui est installée, qui est fragile et qui a un habitat qui ne se trouve pas ailleurs. Et dans ces cas-là, même si la terre est très fertile, il faudra réfléchir, arbitrer et probablement tendre à protéger cette espèce. Et il y a d'autres endroits dans lesquels on est dans un espace de nature, mais ce sont des espèces qui sont généralistes. Et dans ces cas-là, il peut y avoir une cohabitation avec l'agriculture. Donc tout ça, c'est des choses qui sont vraiment travaillées maintenant. Donc je pense qu'il y a, une dynamique depuis l'action publique importante. J'en profite, Antoine, pour te dire que je ne disais pas que l'action publique ne fait pas de choses, mais je dis que le déploiement de l'agroécologie et de la protection du sol, en fait, comme ressource vivante, se fait beaucoup, en tout cas au niveau européen, par des actions citoyennes. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, tu posais la question de la région flamande, Geoffrey. Donc, pour le moment, que je sache, et Antoine, tu me corriges, donc la politique agricole de la région flamande est vraiment une politique for export, en fait, production intensive. Mais il y a aussi un marché de niche, notamment dû à la présence de Bruxelles et au marché très important qu'il représente et à cette demande qui explose en produits de qualité et locaux, et donc pour l'agroécologie. Et donc, il y a simultanément une dynamique d'appui à la transition pour les agriculteurs qui sont autour de Bruxelles. Et il y a notamment un nouveau concept qui est en cours de travail à la région flamande qui s'appelle, et je vais le dire très mal, et Catherine, si tu es toujours là, tu pourras me corriger. Donc c'est les Voedsellandspark ou Landschapspark. Voilà, Voedsellandspark. C'est ça, il n'y a pas parc, Voedsellandschap, et qui sont donc des sortes de territoires dans lesquels on favorise l'activité agricole en lien avec une certaine qualité paysagère, mais c'est d'abord l'activité agricole de terroir et de proximité qui est mise en avant, et donc qui sont en train de monter. Il y a un appel à projet en fait pour déposer des projets dans ce sens-là. Donc vous voyez que, et ça c'est autour de, toute la Flandre, mais notamment il y a autour de Bruxelles une dynamique qui se passe par rapport à ça. C'est pas une question de maîtrise foncière, mais la région flamande est là, et je terminerai cet outil de banque foncière qui permet de faire soit en fait des échanges de terrain, soit des compensations. Donc ça va avec leur stratégie de Zero Net Land Take, et puis d'essayer d'éviter cette ville diffuse partout sur le territoire et de concentrer la densification autour de certains équipements. Et donc ils ont un système d'échange de terrain ou de compensation, et en fait on peut déclasser un terrain à bâtir en terrain nature ou agricole. Voilà, donc pour la région flamande. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes partout, tout autour de nous qui sont mises en place. Oui, moi j'aimerais juste souligner quelque chose de ta présentation, Roselyne. Tu as dit... On t'entend plus. Je voulais juste souligner ce qu'a dit Roselyne dans sa présentation, l'idée de sortir d'une vision centralisée. Et c'est hyper important parce qu'on a un gros problème à Bruxelles, c'est qu'on regarde que notre nombril. Et par rapport à l'agriculture, ça n'a aucun sens. Et donc,
voilà, pour rentrer dans un dialogue avec tant la région wallonne que la région flamande, il faut changer sa posture et ne plus et considérer la périphérie bruxelloise comme en fait c'est pas une périphérie quelque part. Il y a énormément de densité là aussi. C'est plus voilà, un maillage, un réseau, trouver d'autres termes, quoi, hein. Ça m'a beaucoup parlé. Ouais. Je vois qu'il y a une question aussi de Margot Denis. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. Moi, je travaille au département du patrimoine culturel d'Urban Brussels. Mais auparavant, j'ai travaillé également sur des questions de maraîchage urbain dans le cadre d'un projet Co-Create. Je vous rejoins sur le gros chantier qui est la révision de tous les instruments réglementaires et notamment du PRAS. Donc, c'est effectivement un chantier, mais je pense que c'est un des multiples nœuds sur lesquels il va falloir trouver des moyens d'agir assez rapidement parce qu'on sait que ça. Voilà, il y a des problèmes très actuels. On peut parler notamment de la bergerie au Champ d'Écailles. Et donc voilà, je vous rejoins et j'ai été ravie d'apprendre ces hypothèses de travail sur les zones d'équipement qui pourraient notamment nous aider ou les surimpressions. Moi, j'aurais une question qui est plus en lien directement avec les sites considérés comme patrimoine naturel. Roselyne de Lestrange, j'ai bien entendu dans votre présentation que dans le cadre de ce maillage jaune, vert et bleu, vous prenez en compte les sites protégés au titre paysager patrimoine. Et je me demandais si quelle est la fonction qui était envisagée. Est-ce qu'ils sont vus simplement comme des éléments du maillage vert ou également comme des potentiels éléments du maillage jaune? Et voilà, c'était aussi pour dire qu'au sein de la DPC, on est également en train de travailler sur comment rendre possible davantage ces fonctions dans certains sites qui sont classés ou protégés au titre de patrimoine, et donc rendre possible éventuellement l'agroécologie. Voilà. Merci. Merci Margot pour ta question. On s'est croisés à l'époque du Co-Create. Hâte de te revoir. Alors, par rapport à la question du patrimoine, en fait, ça c'est une couche, disons, que j'ai mobilisée parce que cette réflexion prospective sur le maillage jaune, elle a besoin de se baser sur une armature spatiale et territoriale, qui est d'une part spatiale, d'autre part écologique et d'autre part patrimoniale et historique aussi. L'idée étant, pour recréer des continuités paysagères multifonctionnelles productives, d'essayer d'aller rechercher aussi dans ce qui se faisait et dans la mesure du possible, restaurer des paysages. Antoine a parlé des Burghausen et c'est clair que du côté de Nerped et du Vogelzangbeek, etc., et du Pajottenland, il y a vraiment des paysages historiques qui appellent à retrouver ce grain beaucoup plus fin. Et qui ont encore en fait des éléments de paysage qui sont d'ailleurs classés, repérés, identifiés, des lignes de vue, des éléments remarquables, Ankerplatten, disent les Flamands, etc. Et donc pour moi c'est un point de départ de travailler aussi à partir de cette couche-là pour identifier des endroits sur lesquels pouvoir agir en termes de restauration. Alors, sachant que c'est vraiment un point de départ, après, il faut toujours aller systématiquement sur le terrain, voir où en est la situation, qui est propriétaire, qui occupe les terrains, comment ils sont occupés, etc., pour affiner et adapter. Mais voilà, c'est un des leviers d'action, oui, tout à fait. Ok, voilà. Ça va. Je note et on pourrait éventuellement en reparler ou développer aussi des collaborations entre le patrimoine naturel à la DPC urbaine et les acteurs, tous les autres acteurs. Volontiers. Merci. Moi, je lance une bouteille à la mer. J'ai entendu parler d'anciennes fermes de chiconiers à Aaron qui existeraient toujours et qui seraient protégées, qui plus est. Mais j'ai aucune info. Voilà, j'aimerais bien les visiter et voir en fait s'il n'y a pas moyen de remobiliser ce patrimoine aussi, sachant qu'il y a on a inventé les chicons à Aaron quand même. Tout
à fait. Mais, écoute, je vais me renseigner et je te reviendrai si j'ai davantage d'informations. Moi, je poserais bien 2 petites questions avant de clôturer la séance, en fait. Parce que je vois qu'il n'y a plus de main levée. Donc, on a beaucoup parlé du foncier public, mais on a aussi parlé d'un salaire universel de base pour les paysans. Et je vous aurais bien entendu un peu là-dessus, parce que je vois que dans Terre en Vue, il y a dans les conditions, en fait, pour avoir accès à la terre, le fait d'être rentable tout en étant citoyen et en s'inscrivant dans un modèle aussi environnemental. Et puis après, on entend toutes les difficultés, en fait, à côté à s'inscrire aussi dans les normes économiques classiques. Donc voilà, je voulais un peu vous entendre sur le salaire universel de base du paysan. Ça, c'était une première question. Et une deuxième question, c'est, Rosine, tu as insisté beaucoup sur le caractère en fait radical du projet de maillage jaune et que, voilà, que cela impliquerait beaucoup de bouleversements pour la vie urbaine. Et je me demandais un peu si tu pouvais préciser les fonctions en fait qui sont les plus directement en concurrence. C'est peut-être une question un peu naïve, mais enfin voilà, moi qui ne suis pas une spécialiste de l'agroécologie, j'aurais aimé t'entendre là-dessus. Merci. Je viens démarrer avec l'idée du salaire universel. Donc, ce n'est pas du tout le core business de Terre en Vue. Hein. Nous, on s'occupe vraiment du foncier et enfin, voilà, de mettre à disposition le foncier. Mais au final, on représente un mouvement d'agriculteurs et on a beaucoup de discussions là-dessus. Et en effet, quand on doit choisir d'aider ou pas une ferme, on se pose cette question-là, de sa rentabilité, etc. Et alors, c'est très intéressant. De nouveau, je vous rapporte juste mes expériences de terrain, mais un agriculteur rural, wallon, voilà, un peu l'image qu'on a d'agriculteur un peu bourru, mais il peut ne pas être bourru. Il y a un mouvement de fond chez eux de dire on ne veut pas 1 euro de subside. Je gagne mon pain. Et donc ça, c'est vraiment une lame de fond chez les agriculteurs. C'est je bosse comme un malade, je gagne mon argent et personne ne m'aide. Et ça, c'est toujours très présent dans le monde paysan. À l'inverse, et c'est ça qui est intéressant chez Terre en Vue, puisqu'on a un pied des 2 côtés, quand on est en région de Bruxelles-Capitale, les agriculteurs sont tous subsidiés, ils sont tous très contents d'être subsidiés, ils mettent tous en valeur pourquoi ils sont subsidiés. C'est parce qu'ils accueillent des personnes, c'est parce qu'ils prennent du temps pour offrir d'autres services et ils reconnaissent qu'ils fournissent d'autres services. Et tout simplement, ils n'ont pas envie de bosser comme des malades pour ne rien gagner. Donc eux sont subsidiés, ils parviennent dans le meilleur des cas à toucher 1 500 € par mois et à en vivre, mais le subside est une partie non négligeable de cette réalité. Donc on a des débats très houleux au sein de Terre en Vue entre ces publics, sachant qu'il y a beaucoup de... Voilà, les agriculteurs ruraux touchent quand même leur prime PAC, et donc l'air de rien, ils touchent des subsides. Simplement, voilà, ils ne l'acceptent différemment. Donc, voilà, mon avis personnel n'est pas tellement de plaider pour un revenu universel, mais bien plus de plaider pour un prix juste, des filières structurées, une reconnaissance du travail. Je pense qu'un boulanger est très content de vendre son pain et d'en vivre. Le maraîcher est content de vendre ses légumes et d'en vivre. Il n'a pas forcément besoin d'un salaire universel. Voilà, il faut pas. Voilà. Moi, ça m'évoque simplement le respect du travail et la dignité de l'agriculteur avant tout. Voilà, on peut en discuter très longtemps, mais je laisse la parole à Roselyne. Merci Antoine, merci Louise pour tes questions. Moi, juste pour rajouter un petit élément sur cette suggestion qui avait émergé de nos discussions dans Agropolis, c'était justement par rapport à cette volonté de sortir des subsides qui en fait fragilisent énormément la situation des paysans. Et ça permettrait 2 choses. D'une part, d'avoir un financement structurel. Alors, c'est une idée qui commence à exister, pas le salaire universel, mais la rémunération publique
à des agriculteurs pour des services qui rendent à la société en cultivant avec des pratiques qui protègent les écosystèmes. Donc c'est quelque chose qui commence à exister dans différents pays. Ça vient de démarrer en France, aux dernières nouvelles, ça existe déjà en Suisse, bref. Donc ça, c'est quelque chose, c'est le fait de ne plus être fragilisé, de ne plus être dépendant, et donc cette indépendance. Et puis d'un autre côté, c'est aussi un levier, je pense, extrêmement puissant pour attirer des transitions, pour attirer des reconversions, pour attirer la main-d'œuvre que l'agroécologie va nécessiter, puisque c'est des surfaces qui demandent, des pratiques qui demandent beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de travail. C'est une très bonne nouvelle. Ça va être un shift économique et moins d'emplois de services, plus d'emplois de culture, de travail de la terre. Et donc voilà, ça permet de consolider ce secteur. Alors, pour répondre à la question de la radicalité de la proposition du maillage jaune, je pense que déjà, un indice important, c'est le fait que l'Europe essaye, depuis que l'Europe existe, de mettre en place des directives dans ce sens-là, en tout cas dans le sens maillage brun, comme évoquait Saïd tout à l'heure, protection du sol de qualité, du sol vivant, et il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il touche à la façon qu'on a aujourd'hui de considérer le foncier, qui est une considération financiarisée. Donc, c'est une surface monétarisée, point barre. Et la valeur de ce foncier, les autres différentes valeurs de ce foncier ne sont pas prises en compte. Cette proposition-là, elle propose en fait de passer, il y a un auteur que j'aime bien, Frédéric Denay, qui parle de pathologie du foncier, qui est le déni du sol vivant. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le maillage jaune, il va proposer de passer d'une appréhension financiarisée et en mètres carrés à une appréhension qui n'est pas que financière, elle l'est aussi, il ne faut pas se nier, et qui est en volume. Antoine parlait des 30 cm de sol, donc là, le sol, c'est un volume. Et donc, si on prend en compte ça, c'est quand même déjà quelque chose qui change beaucoup de choses et qui va forcément avoir une influence sur des décisions d'affectation. Aujourd'hui, c'est quand même on voit dans la façon dont les territoires évoluent, se développent, comme on dit. En général, les programmes bâtis ont le dernier mot, justement parce que la valeur du foncier constructible est supérieure. À partir du moment où cette chose se rééquilibre, ça va changer beaucoup la donne, mais ça vient comme toujours avec son paradoxe, c'est que déjà le foncier agricole est hors de prix, et s'il devient concurrentiel avec le foncier constructible, ça va être encore plus difficile à accéder. Donc là, on ouvre de nouveau une boîte de Pandore et une question très complexe, mais je ne vais pas rentrer dedans. Mais en tout cas, voilà, la radicalité, elle est là. On ne pourra plus aussi facilement dire, voilà, moi, ici, je vais construire une boîte à chaussures dans laquelle on va avoir un dépôt Amazon, très grosse boîte à chaussures, et puis l'agriculteur qui est là n'est plus là, etc. Ou bien des programmes construits pour des activités qui sont complètement déterritorialisées, qui n'ont rien à voir avec le territoire en question. La proposition de ce maillage jaune, c'est en lien avec la question de la reterritorialisation de l'économie et de l'occupation des territoires, et donc il faut prioriser les activités qui se tournent vers ce territoire et vers ses habitants, humains et non humains. Donc c'est quand même radical. Après, il y a un bouleversement certain, qui est un bouleversement de voisinage, un bouleversement sensible dont je parlais tout à l'heure. Là, juste Margot parlait du bercail à Boisfort, donc les moutons. On a l'habitude d'avoir des sirènes de pompiers, de la fumée, des mauvaises odeurs, des klaxons, tout ce qu'on veut. Quand on a des animaux, quand on a des odeurs de lisier, quand on a des tracteurs, quand il y a de la boue dans la rue, quand effectivement en pleine nuit ou à partir de 4 heures du matin, il y a les tracteurs qui passent pour faire les labours, enfin pas les labours d'ailleurs. Enfin bref, ce sont des voisinages auxquels on n'a plus l'habitude et il va falloir se réhabituer à des bruits, à des odeurs, à des vues. Je parlais tout à l'heure d'un changement esthétique important et on voit beaucoup autour de Bruxelles des prairies, des champs qui sont des prairies d'élevage qui passent, parce que c'est beaucoup plus intéressant économiquement, à des prairies dans lesquelles on met des chevaux, parce qu'un cheval, c'est joli. Et puis, les gens qui élèvent des chevaux, ils ont plus d'argent et le loyer est beaucoup plus cher et tout le monde est content, les habitants dans leur maison qui ont une jolie campagne idyllique, le propriétaire qui fait monter son loyer, et on perd des surfaces qui sont des surfaces cultivées et nourricières.
Donc voilà, je pense que ça c'est radical aussi. Il faut se réhabituer, si on veut nourrir la ville près de la ville, à toute une série de, voilà, de voisinages et d'odeurs et de vues qu'on a perdues. Voilà, quelques éléments de réponse. Merci pour la question en tout cas. Merci. Je vois qu'il est déjà 16h34, donc à moins que quelqu'un ait une question pour la fin, sinon on va clôturer ici. Je voulais vous remercier beaucoup tous les deux pour vos présentations, pour la discussion. Merci aussi à tous ceux qui participent à l'organisation de ce séminaire, et en particulier aussi Louise et Sarah. Et puis donc, on se retrouve pour le dernier séminaire de ce cycle le 20 mai sur la question de la cartographie. Alors, je ne me souviens plus du titre exact. Peut-être Chiara, tu peux introduire si tu es encore là. Cartographie des éléments bâtis, je crois. En tout cas, on communiquera tout ça sur le site du Métrolab prochainement. Merci à tous pour votre présence et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci. Merci Roselyne, Antoine. Merci. Merci. Merci Louise. Au revoir. Au revoir.